Ok, alors une fois n'est pas coutume, mais là on va pas parler de l'extrême droite ou des macronistes ou sucer Jean-Luc Mélenchon. Aujourd'hui on va regarder Miraculous Ladybug. Miraculous! On va pas regarder vraiment Miraculous Ladybug, donc cette série pour les enfants d'animation que vous connaissez peut-être ou probablement. On va regarder la vidéo de Bolchegeek pour l'humanité sur Miraculous Ladybug, qui serait trop militant pour des enfants? Pour l'interrogation. On va pas regarder directement le dessin animé. Mais alors je sais pas si vous connaissez Miraculous Ladybug, mais c'est une série qui est française, du coup, une série d'animation française, et qui a beaucoup de succès. C'est woke, bah apparemment c'est trop woke pour la droite. Apparemment, c'est trop woke pour la droite. Et moi, je me souviens qu'il y avait une polémique où c'était un peu trop à cab à leur goût, juste parce que Marinette, ici présente, le personnage principal, je sais pas, elle était en mode genre ah, il nous casse les pieds, ce policier, dans un épisode, juste un petit truc comme ça, un peu mignon, quoi. Et c'était vraiment genre quoi? La propagande anti-flic. Oui, c'est franco-japonais. Tout à fait, merci, j'avais oublié. Mais effectivement, maintenant que tu le dis, c'est franco-japonais, quoi. Voilà. Donc, c'est Miraculous Ladybug, pour ceux qui connaissent pas, bah maintenant vous allez connaître. Voilà. Ça a été censored d'ailleurs. Oui, il y avait une histoire comme ça. Bah, j'imagine qu'ils vont en parler. Apparemment, la vidéo est très bien et puis ça va changer un peu. On a eu que des sujets lourds et où je me suis un peu énervé. À raison, hein, scène colère. Mais quand même, donc là, on va finir en douceur, pépouse. Et puis voilà. Tous les enfants l'adorent, star internationale du petit écran grâce à la série Miraculous depuis 2015. Phénomène sur les réseaux sociaux et surtout super-héroïne qui protège la ville de Paris. Ladybug, bonsoir. C'est vrai qu'il y avait ça, il y avait une fausse interview 1945. 1945. J'avais oublié cette histoire. Un peu cringe, non? Bonjour, pardon, bonsoir. Bonsoir à tous. Même si vous avez arrêté de mater des dessins animés jeunesse depuis, je sais pas, l'arrêt du Club Dorothée, il y a 28 ans, et oui, 28 ans, vous avez forcément déjà Ils avaient pris de la drogue, les scénaristes du Club Dorothée, ou quoi? Voilà, c'est mon invitation de JDG, pas mal, hein? ces personnages, et avec Noël qui approche, ils risquent bien de vous submerger. En zappant à la télé, sur une affiche de ciné, mais aussi sur un puzzle, une figurine, un parapluie, une boîte de C'était céréales... gratos, mais non, c'est pas gratos. Moi, j'entends des gens parler sur internet du Club Dorothée, immédiatement je pense à JDG, hein. Ou en édredon, voire au détour d'une énième polémique sur les réseaux sociaux. Il y a une autre particularité dans Miraculous, c'est la place que vous faites au sujet de société, notamment à l'égalité entre les femmes et les hommes. Comment on aborde ce genre de sujet quand on s'adresse aux enfants? Il faut l'écrire différemment? Bah non, il faut juste rester compréhensible et rester à leur échelle. Ce qu'on fait avec Miraculous, il n'y a rien de militant dans Miraculous. Ah, y a rien de militant? Et si vous êtes nettement plus jeune, vous avez peut-être carrément... Et rien de militant. Ah, est-ce que c'est considéré comme un truc de Magical Girl, Miraculous? Parce que c'est quand même franco-japonais. Il y a toute une tradition des dessins animés de type Magical Girl dans l'animé et le manga, quoi. C'est considéré comme un truc de Magical Girl? Il y a des connaisseurs ou pas? C'est une influence? Oui, totalement. C'est un peu du Magical Girl remis au goût du jour, finalement, non? Oui, il y a du Sailor Moon. Ouais, il y a un côté Sailor Moon, Magical Doremi et tout. Alors, moi, faut savoir que j'ai grandi avec 2 grandes sœurs. Et en plus, on avait des canals satellites à la maison, comme des bourges. Et du coup, ça regardait Magical Doremi et Sailor Moon à balle, hein, chez moi. Et moi, quand j'avais 2 grandes sœurs, je regardais avec elles, hein. Et j'aimais trop Magical Doremi, c'est vraiment bien Magical Doremi, hein. Vraiment bien. Et de base, les Magical Girls, dites-moi si je me trompe, mais c'est un truc où il y a presque un déjà-là féministe, en tout cas à l'échelle du Japon, dans les trucs de Magical Girl, quoi. Parce que les Magical Girls, c'est vraiment en mode, c'est des aventurières, quoi. Elles se battent contre des gros monstres vénères, enfin pas des monstres forcément, mais contre les forces du mal, etc., etc. C'est en mode girl boss, les Magical Girls, par essence même, hein. On est d'accord, hein? Non? Oui, elles sont badass, il y a un côté comme ça, hein. Il y a un côté comme ça. Il y a une série de type Magical Girl remis au goût du jour, qui est sortie il y a pas très longtemps, il y a quelques années quand même, qui s'appelle Madoka. C'est trop bien Madoka. Regardez Madoka si jamais ça vous intéresse, tout ça. C'est vraiment du Magical Girl, mais ça déconstruit un peu le Magical Girl. Et c'est vraiment hyper bien. C'est vraiment hyper bien. Du coup, c'est ma pote qui est aussi fan de Miraculous Ladybug, mais qui de base est une grosse weeb. J'en ai déjà parlé assez longtemps, c'est ma pote fan de Evangelion. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Et bah cette pote-là, c'est elle qui m'a fait découvrir Madoka, elle est super fan de Madoka, quoi. Voilà. Badass, mais il y a quand même pas mal de problèmes dedans. Surtout Sakura, Card Captor Sakura. Pour le coup, j'ai jamais trop regardé Sakura quand j'étais petit. Mes sœurs regardaient pas trop, donc c'était vraiment Magical Doremi, beaucoup, et Sailor Moon pas mal aussi. Voilà. J'ai moins de souvenirs de Sailor Moon que de Magical Doremi, mais c'était bien Magical Doremi. Vous savez qui est fan de Magical Doremi aussi? Je regardais ça quand on était petit, mais regardait aussi des trucs de garçons comme du catch. Onibaku, voilà, avec son imagerie kawaii, c'est un vrai fan de Magical Doremi. J'ai envie d'écouter le générique de Magical Doremi. Ça fait une éternité que j'ai pas écouté le générique de Magical Doremi. Ça va me faire une dose de nostalgie exceptionnelle. Puisqu'on parle de Magical Girl, profitons-en. Saison 1. Saison 3. Transformation. Le chat de Weeb. Oh bah ça va. Ça fait vraiment peut-être 15 ans que j'ai pas entendu cette musique au moins.
Ça va me faire vraiment un truc de nostalgie. Et sur Fox Kids, bah moi je regardais ça sur Fox Kids quand j'étais petit, j'en souviens très très bien. Doremi par contre c'était très traditionnaliste, bizarre. Ah ouais? On me souvient, c'était bien quoi. Et surtout ma grande sœur elle était méga fan de Magical Doremi et elle était inscrite sur le premier forum sur lequel j'ai traîné sur internet. C'était le forum de magicaldoremi.net, un truc comme ça. C'était à la grande époque des forums, il y avait des forums en rapport avec tous les différents trucs d'intérêt. Du coup ma sœur elle s'est inscrite sur un forum de Magical Doremi et avant d'être sur le fameux forum de South Park dont je vous ai parlé pendant très très longtemps, et les premières fois que j'ai vu des trucs de la culture forum avec des vidéos rigolotes qui se partagent, etc., c'était le forum de magicaldoremi.net, je crois, je me souviens plus comment ça s'appelle, et c'est ma sœur qui était dessus. Quoi. Voilà. Je regardais les Wings comme un vrai mâle alpha. Le club d'eau c'était quasiment terminé déjà à l'époque. Oui, la Garçonnière, le forum de South Park où j'en parle, moi j'étais très très actif sur la Garçonnière. Tu l'as peut-être déjà vu à l'époque. Pourquoi t'étais sur la Garçonnière, Vouk? T'étais actif sur la Garçonnière? Tu te souviens des gens de la Garçonnière? Pas. Tu te souviens de Père Fougas, Capitaine Caca? Raoul Duc Junior, moi j'ai plein de gens, j'ai fait des rencontres IRL avec eux et tout, hein, vraiment, hein, ils ont été importants. Ce forum était très très important dans ma culture que je me suis fait quand j'étais adolescent. Voilà. Bon allez. Oui, c'est un forum la Garçonnière, un forum de South Park. Attention au strike. Bah c'est tout pixelisé sur YouTube, je peux pas le mettre là? J'ai envie d'écouter ça, je m'en bats les couilles. Allez hop là. Ça fait tellement longtemps. Quel banger en vrai. Putain, ça fait bizarre, ça fait longtemps que j'ai pas entendu ça. Dommage qu'il n'y ait pas Onibaku, il manque vraiment Onibaku. C'est rigolo de jouer avec tous les mots de la formule pour finir par péter la taupe. C'est amusant pour Dorémy d'avoir d'un coup d'un seul temps de pouvoir. Dorémy retient le temps quand le sort devient gênant. Des souvenirs, hein. C'est des souvenirs de fou. Tout le monde connaît ce générique. Pour changer le coup. C'est pas le pire générique, il a assez bien vieilli, ça va. Mais non, en termes d'animation, c'est clean en vrai. Et donc Jérémy Perrin aussi là. Putain, ils sont Jérémy Perrin, Onibaku. Il manque tous les personnages les plus importants de ce stream. On parle d'animation et de trucs comme ça. On parle de Magical Doremi et d'animation. Il y a ni Jérémy Perrin, ni Onibaku. Putain, on aurait dû le faire à un autre moment. Ah, je suis le seum. Bon allez, bref, allez, on y retourne. Donc oui, c'est un peu Magical Girl. Grandit avec eux, car depuis J'ouvrais la une fenêtre, décennie, cette série d'animation rencontre un succès phénoménal dans le monde entier, à travers de multiples saisons, des épisodes spéciaux, une comédie musicale sur scène, suffisamment de livres pour remplir le décor d'un vulgarisateur YouTube, les brouettes de produits dérivés qu'on vient d'évoquer, et même un long métrage de cinéma. Ah ouais, Miraculous, je savais pas ça. les aventures de Ladybug et Chat Noir, n'est pas qu'un simple dessin animé. Mais C'est ok, mais est-ce que tu vas mettre le générique Benjamin? Moi j'ai envie d'entendre le générique parce que s'il y a un point commun entre Magical Doremi et Miraculous Ladybug, c'est que le générique de Miraculous Ladybug c'est un banger aussi. Hein. Ça va, hein, il est pas mal. Miraculous na 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 na. un empire du J'aime bien, moi. divertissement, une véritable industrie à la hauteur de Pokémon, Pat Patrouille ou Marvel, mais pour le Il y aura soft pas, il y aura power de notre pays. Pas mal, non? C'est français. Et oui, comme au Japon, il y a des avions Rassurez-moi, Pokémon. vous seriez pas un peu en train de me prendre pour un con des fois? Moi aussi j'ai des refs au grand détournement, vous avez vu Et des trains Hello Kitty, Air France propose des visites de Paris par Ladybug aux voyageurs Sérieux venus des 150 pays où le programme est diffusé sur des plateformes aussi majeures que Nickelodeon, Netflix ou Disney Channel. Alors, Ah comme ouais, c'est- je savais pas que c'était à ce point-là. Je sais que ça marchait à l'international, je pensais pas que c'était à ce point-là, quoi. Nickelodeon et Disney Channel, ok, bon, genre tout le monde, quoi. Ah ouais, je savais pas que c'était à ce point-là. Hot Take, c'est éclaté le grand détournement? C'est pas ta culture, c'est tout. Cette série, bien de chez nous, reprend en soufflant ses 10 bougies, avec comme cadeau des Pas revenus ban, qui pas se ban, comptent pas en milliards, dont Non, 400 millions pour la seule année 2020. Ok, je supprime le message. Je supprime le message, mais je veux pas ban. Non, 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 ça va, ça va, ça va. Message supprimé en tout cas. Non, mais est-ce que ça va pas dire ça? Ça va nous permettre d'examiner les enjeux aussi bien culturels qu'industriels derrière une machine d'une telle ampleur, surtout quand elle s'adresse à un jeune public influençable. Qui se cache derrière ces masques? Des héros ou des malfaiteurs? En tout cas, ces deux-là, il faut bien l'avouer, ils ont du style. Ils ont mis Miraculous quand même. Attention, on fait le truc, faites-le chez vous. Faites-le chez vous. Ladybug, qui signifie coccinelle, c'est l'identité de Totally Marie. Spice, c'est français? Oui, c'est français de Totally Spice. Mais c'est vrai que c'est un peu l'héritier de Totally Spice quelque part, Miraculous Ladybug. C'est français ou c'est franco-japonais aussi? En tout cas, Totally Spice c'est évidemment aussi inspiré de l'animation japonaise, même si c'est français.
qui fait un point commun avec Miraculous et Ladybug. Mais pareil, c'est devenu culte par la suite, Totally Spies. Il y a trop de meufs, surtout principalement, qui regardaient ça quand elles étaient jeunes et tout, et maintenant elles sont en mode genre yes, Totally Spies, Girl Boss, Slay, tu vois, il y a un côté un petit peu comme ça. Franco-américain, d'accord, c'est franco-américain. Mais c'était bien en vrai Totally Spies. Hein. Et c'est une super-héroïne qui veille malgré son... Attends, bonjour les gens. Premier message ici, merci à Justine Lossa qui a partagé en story une de tes vidéos, donc me voilà. Bah salut Mélanout, bienvenue. N'hésitez pas à offrir un sub à Mélanout. Voilà, pour fidéliser les nouveaux arrivants. Bah c'est cool, ça fait plaisir. J'imagine que c'est le Reels Insta sur le Bardella et l'antisémitisme. Il a tourné de zinzin là. Et c'est que le début, il va faire je sais pas combien de vues, mais c'est un truc de fou. Là on a 118 000 vues déjà, je l'ai uploadé hier à 21h. Donc ça a été effectivement partagé dans plein de stories. Mais genre vraiment plein, hein, des dizaines et des dizaines de stories. Et j'ai pas pu voir, il y a peut-être des gens un peu connus dans le tas, mais voilà. Je sais pas qui est Justine Lossa. Vous connaissez Justine Lossa? C'est validé? Oui, c'est validé. Pseudo anglais sur Sonnerie des Totally Spies. Tu veux parler du... C'est ça? Je l'ai. Paris avec son complice Chat Noir. Ils tirent leur pouvoir et le titre Ah, c'est de la Justine série de Camille est- et Justine. Ok, trop bien, trop bien. Non, mais en vrai, sans vouloir me vanter, c'est même pas pour flex, mais là, il est en train de faire le tour d'Instagram pour de vrai, en tout cas dans la gauchosphère, on va dire, ce Reels. On n'a jamais eu avec Rubinon un départ de Reels aussi exponentiel, quoi. Il y a Hugo tout seul qui m'a follow via ce Reels. C'est fou. Miraculous, des bijoux contenant des entités primordiales qui se trouvent être de petits bonhommes tout mignons au grand plaisir des constructeurs des jouets de la franchise. Bon, on Habile. va pas développer plus sur les 1 milliard de personnages, de péripéties, de triangles amoureux et de multivers alternatifs. Ce qui nous intéresse, c'est les raisons d'un tel phénomène pour une production française dans une industrie culturelle mondialisée. Alors, désolé, c'est pas un point de vue très artistique, mais déjà... Je me suis ça, par Peb. C'est qui Peb? P-E-B. C'est qui Peb? C'est qui Ayam? Mais oui, je disais Onibaku, on t'a manqué. Ah oui, Pierre-Emmanuel Barry, effectivement, oui, il me follow. C'est ce que je disais, il manque Onibaku. On parle de Magical Girl et t'es pas là. On a regardé le générique de Magical Doremi et t'étais pas là. Il manquait 2 personnes, c'est toi et Jérémy Perrin, mais surtout toi en vrai. Pour la peine, on va regarder cette fois-ci le générique de la saison 3 de Magical Doremi. Non, il manquait Onibaku. Parce qu'on a regardé la saison 1, on va regarder la saison 3 plutôt. C'est pour toi Onibaku. N'hésitez pas à aller sub à la chaîne d'Onibaku pour avoir littéralement des émotes Magical Doremi. Voilà. Je me souviens pas de ça. Je m'en souviens pas de ce générique. Non, mais si je m'en souviens pas, c'est nul. Il est incroyable celui-là. Je le connais pas celui-ci. Depuis quand elles sont 5? Depuis la saison 3. Je connais, j'ai aucun souvenir de ça pour le coup. C'est quand il y a la bleue c'est la 3ème si j'ai pas de bêtises arrivée, c'est dans la saison 1. À la base ils sont que 3. Attendez, stop. Du coup, elle, c'est Doremi. Après, en deuxième, il y a elle. Mais c'est dans les premiers épisodes, en fait, elles se retrouvent toutes les 3. À la base, c'est juste un trio. Après, il y a elle qui arrive. Elle en 3ème. Elle en 4ème, je crois. Et elle en 5ème, voilà. Et je n'ai aucun souvenir de ce générique-là. Ah si, ok. J'aime moins. Ok, je m'en souviens. Ok, je m'en souviens. Après, le chant est moins beau dessus. Je trouve que ça vaut pas le générique de la saison 1. Le générique de la saison 1, c'est vraiment authentiquement un banger. Je remets juste le début parce qu'Onibaku, je voulais partager ça avec lui. Ah, c'est nos petits trucs. Ça là? C'est l'OST, mais c'est pas un générique? Banger, ça. C'est de la house music? Ah mais je me souviens de ça aussi. C'est mieux en japonais quand même. Je m'en souviens. D'ailleurs je sais pas, je peux le dire Onibaku, ta destination à venir là? Ou pas? Je peux en parler ou pas? Je peux reveal là?
Non? Ok, je révèle pas. On attend. Just wait. Bon, trop bien tout ça, mais on va faire quand même un peu le react. Hein. Voilà. Mais c'est juste Onibaku, il arrive en retard, il a loupé l'OST de la saison 1. Ce qui nous intéresse, c'est les raisons d'un tel phénomène pour une production française dans une industrie culturelle mondialisée. Alors, désolé, hein, c'est pas un point de vue très artistique, hein, mais déjà, tout ça, on le doit à des raisons d'infrastructure de production. L'animation française est un secteur très développé et réputé à l'international. Et oui, ça... y a des images de One Piece? Ils ont mis des images de One Piece? Ce sont pas des images de l'arc de Wano dans One Piece? Parce qu'il y a un des animateurs qui bosse actuellement sur One Piece, et en termes de shonen animé, les dernières saisons de One Piece et les trucs en animation, c'est un truc de zinzin, avec des impact frames de fou, l'animation ultra bien faite, ça n'a rien à voir avec le début de One Piece où c'était globalement assez dégueulasse en animation. Je dis ça, je suis fan de One Piece, mais je lis le manga, je regarde pas l'animé. Et par contre, l'animation des dernières saisons de One Piece, voilà, c'est Vincent Chansard, c'est un Français, quoi. C'est pas une histoire de talent inné encodé dans notre ADN, ce sont concrètement des écoles, des savoir-faire... Il est où Jérémy Perrin qu'on a besoin de lui, là? Ça parle d'animation française, littéralement. Il était dans le top 12 des viewers en 2025, pile le moment où on a besoin de lui, il est pas là. Au moins, il y a Onibaku qui est arrivé. De financement, privés comme publics, des studios avec des capacités de production et une masse de travailleuses et travailleurs. D'ailleurs, ces capacités de production sont souvent utilisées par des prods non pas franco-françaises, mais internationales, comme on l'a vu avec Arcane et le studio Fortiche, les superproductions de Illumination, ou encore le studio La Cachette, qui produit pour le prestigieux Genndy Tartakovsky. Et oui, ce sont les mêmes gens qui font Primal et Collège Noir. Pardon, mais le CV, quoi. C'est pour ce genre de raison que, par exemple, c'est au Gobelin que Del Toro vient d'annoncer la création d'une spécialisation stop-motion à destination des futurs animateurs, notamment venus d'Amérique latine. Ok, mais c'est pour faire du stop-motion. Pas de l'imitation stop-motion en image de synthèse. Parce que Del Toro, il a fait de la stop-motion. C'est bien lui qui a fait le Pinocchio en stop-motion il y a pas longtemps, je confonds pas. Il y a des trucs où parfois j'ai des lacunes en ciné qui sortent de je sais pas où. C'est bien ça, je confonds pas. Del Toro, c'est celui qui a fait le Pinocchio en stop motion. Il y avait eu un épisode d'ailleurs de Bolshevik. Ok, c'est bien lui. Du coup, j'avais regardé le film Pinocchio avec Germaine. Après avoir regardé la vidéo de Bolshevik, je sais pas si c'était sur Luma ou chaîne principale. Je crois que c'était sur Luma. Trop bien. Il est trop bien. Après, moi, j'aime beaucoup la stop motion de manière générale. J'aime vraiment bien ça. Mais le Pinocchio de Del Toro, il est vraiment cool. Il est vraiment cool, quoi. Voilà. Je vous le conseille. En plus, il y a Mussolini dedans. Il passe pour un trou du cul et nous, on n'aime pas les fascistes ici. Voilà. T'as vu Primal? Non, je vois même pas ce que c'est Primal. J'avoue. C'est ce qui permet à notre industrie culturelle Envoyez un lien. De produire une énorme machine internationale comme Miraculous, mais aussi Wakfu, etc. Même si, en réalité, la série, produite par la société française Zachtoon, s'inscrit dès la production dans cette économie mondialisée. Ok, je reconnais Toei, c'est eux qui font One Piece. Font d'autres pays, mais aussi avec des sociétés de production... Disney, ça je connais, c'est Blanche-Neige et les 7 nains, on connaît. Hein. Comme rien moins que le géant japonais Toei. Donc, de base, avant même les questions de diffusion internationale, elle est produite dans le cadre de cette économie mondialisée. D'où le fait aussi de produire des épisodes spéciaux à New York, Shanghai, puis bientôt Tokyo, Rio et aussi sur le continent africain pour parler à ses audiences partout dans le monde. Et ça permet aussi de comprendre l'aspect culturel de cet énorme succès. Parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire que pour atteindre ce marché international, c'est ça du coup? Primal? Un truc sans parole, sans dialogue, avec un homme des cavernes qui se pétacle contre des dinos? Ah, c'est une série? Tartakovsky. Je connais pas. Je connais Tartakover, le joueur d'échecs. Tarkovsky, mais Tartakovsky, je connais pas. C'est en gros le joueur d'échecs Tartakover qui a eu un enfant avec Tarkovsky et ça donne Tartakovsky. C'est ça? Et c'est bien ça? Kill! Ça a l'air violent. C'est le mec qui a fait les premiers Clone Wars. Ok. Il a fait Samurai Jack aussi. Je regardais vite fait quand j'étais petit Samurai Jack. Ok, ça a l'air bien. Même c'est original en termes de dessin, d'animation. Ça ressemble pas à tout ce qui sort, quoi. Il y a un côté presque un peu crayonné. Pas crayonné, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est ok. Bah, je mets ça de côté. J'essaie de regarder. Attendez, non, je me suis trompé de vidéo. Hop là. Nécessite de produire quelque chose qui se moule dans cette culture mondialisée et détaché de sa culture d'origine qui s'adresserait uniquement à ce public national. Sauf que ce qui semble se passer, c'est un rapport de force entre la culture vernaculaire et une culture mondialisée. Et ça tombe bien parce que ça, on le voit, mais alors
très bien avec l'exemple Ladybug, qui est à la fois l'aboutissement de l'influence d'hégémonie culturelle mondiale, états-unienne en premier chef, mais aussi japonaise, mixée à un côté, mais alors vraiment, Paris croissant, baguette, Tour Eiffel, oui. Bah, c'est hyper cliché. Je sais pas si vous avez déjà vu 2-3 épisodes, mais c'est vraiment en mode. Il y a même des trucs super irréalistes parce qu'ils vivent dans Paris intramuros, dans des beaux appartements super grands. Alors que normalement Paris c'est un peu invivable comme ça quoi. Donc c'est vraiment cette espèce de Paris à la Emily in Paris, à la comment ça s'appelle, Amélie Poulain. C'est ce genre de Paris là, c'est ce genre d'imagerie là qui est utilisé. Mais après derrière bon c'est un truc de Magical Girl donc c'est marrant. Voilà. Moulin Rouge, Lady Marmalade. Putain c'est à l'ancienne ça. Oh, j'avais oublié ce truc là, Flight of the Conchords 2007. J'avais quel âge en 2007 ? 13 ans. Wow, je m'en souviens de ça. Bonjour mon petit perro de chien. En gros, ce que j'appellerais du nom d'un autre énorme succès français à l'international, voilà, on en parlait. le Amélie Poulain Effect. Mais ça serait aussi valable pour La Môme, qui à l'international s'appelait La Vie en Rose, ou plus récemment avec la cérémonie des JO qu'on avait déjà abordé, ou le phénomène hallucinant autour du jeu vidéo clair-obscur. On en parle des polémiques Twitter de cons. Moi, je dois avouer, les blagues sont un peu drôles, donc ça me fait un peu rire. Mais le niveau de forcing par rapport à Clair Obscur sur les réseaux sociaux, soit il y a des infos que j'ai pas, soit vous êtes des forceurs forceurs 5000. Voilà. Des productions françaises. Non ? Vous êtes d'accord avec moi ou je me trompe parce que j'ai des infos que j'ai pas ? Qui cartonnent tant en France qu'à Le jeu l'international. Inc, mais la commu est un ouais, non, mais c'est pas ça que je dis. Mais là, avec les Game Awards, comme ils ont tout raflé aux Game Awards, sur Twitter, c'était vraiment. Moi, j'ai joué, j'ai pas fini. J'avais commencé à y jouer en live. Et du coup, comme j'ai pas rejoué hors live, j'ai pas continué. Je parle de Clair Obscur Expédition 33. C'est plutôt les haters les pires. Ouais, on est un peu d'accord. Après, la commu, il y en a qui forcent et tout. Puis il y a des gens d'extrême droite qui essaient de récupérer le truc. Mais je veux dire, il y en a, vous êtes des turbo-fausseurs puissance 1000. C'est quoi ma take ? Non, ma take, c'est que le jeu, il est probablement bien. Mais t'as cette imagerie baguette française, etc., etc. Et là, ça fait une semaine, avec les Game Awards, comme ils ont raflé tout, ils ont raflé genre énormément de prix aux Game Awards. Tout le monde sur Twitter, il y a tout un tas de gauchistes qui sont en mode genre, c'est des nazis. C'est des fascistes. Le déjà la fasciste. Ils appellent ça guerre obscure. Bon, ça encore, c'est un peu drôle. Parce que dire, c'est un jeu qui parle surtout aux blancs. Bon, à la limite, appeler ça guerre obscure. Pour moi, la blague, elle est valide, c'est marrant, tu vois. Ça serait comme dire, ah, c'est un truc de chou-fin, quoi. Dire, ah, guerre obscure, encore un jeu de chou-fin. Ça me va. Si c'était juste ça la blague. Mais il y a un forcing là-dessus. On aurait dû juste faire 2-3 blagues drôles. Parce que j'avoue, appeler ça Guerre Obscure Expédition 88, ça... moi ça me fait rire. La blague est drôle. Mais genre, stop. Des milliers de tweets pour forcer là-dessus, quoi. Et certains assez premier degré, quoi. Voilà. L'art de la guerre. Relire Sun Tzu. Non, mais voilà, à la limite, un petit jeu de mots comme ça, ok, c'est marrant. Et puis dire Guerre Obscure, c'est pour dire, ah, c'est vraiment un jeu qui plaît aux Whiteos. À la limite. Mais genre vraiment le forcing sur Twitter, j'ai trouvé ça un peu ridicule. Voilà. Je comprends pas, c'est quoi les arguments pour dire que le jeu est gaze ? C'est-à-dire que la direction artistique c'est un peu facile au final et que tout le monde est en genre waouh trop bien parce que c'est un jeu indé français, le gameplay est cool, hein, le gameplay est vraiment cool. Mais pour des gens dire que voilà tout ça c'est du Unreal Engine 5 un peu sans âme, des gens dire qu'au final les grosses animations dans tous les sens, on dirait un espèce de jeu mobile où c'est du quick time events de con et qu'en termes de direction artistique c'est ultra surcoté et que surtout au final c'est un jeu de gros whiteos racistes quoi. Voilà. En gros c'est ça qu'ils disent. Et après, il y a des critiques qui sont pourquoi pas légitimes. Et le jeu, on en a fait. La commu, on en a fait le meilleur jeu de l'univers, alors que le jeu, il est bien, quoi. Le jeu est objectivement bien, quoi. Donc je trouve que tout le monde force là-dessus, tout le monde casse les couilles, voilà. Non pas en effaçant les aspects culturels spécifiques, mais au contraire. J'ai un pote qui a bossé dessus, il a des reproches à leur faire, mais pas d'être une boîte raciste. Ouais, bah moi, il y avait un des développeurs du jeu, peut-être il était externalisé, je sais pas s'il était dans l'entreprise, mais on a un mec qui a bossé sur Clair Obscur, qui était sur le chat quand j'avais joué en live. J'avais fait deux sessions de jeu ou un truc comme ça et du coup il y avait un mec sur le chat qui était genre putain trop marrant j'ai bossé sur le jeu et que je bossais sur le jeu pendant les législatives 2024 en t'écoutant parler des législatives 2024 pendant que je codais et du coup là je te vois jouer au jeu directement sur ta chaîne. Du coup le mec il était trop saucé et moi j'étais encore plus saucé. Il y a un dev de Clair Obscur sur le chat énorme. Voilà donc en tout cas il y a des gauchistes qui ont bossé sur le jeu de fait, j'en connais un, il était dans le chat. Jeux vidéo clair-obscur, des productions françaises qui cartonnent tant en France qu'à l'international, non pas en effaçant les aspects culturels spécifiques, mais au contraire en jouant sur une forme d'exotisme dans la vision de la France à l'international. Et là-dessus, je sais, d'aucuns s'agaceraient que, il y en a quand même un peu marre, est-ce qu'on est vraiment obligé de faire cette vision ultra cliché à la façon Emily in Paris ? Alors, certes, mais ça vous dérange pas quand c'est la 300e œuvre venue du Japon avec un samouraï. Mais c'est vrai que... C'est vrai ça. Je lis Naruto en ce moment. J'ai jamais lu Naruto. J'ai lu les 2 premiers tomes de Naruto. Un peu cliché, hein. C'est un peu cliché, le Japon cliché, hein. Il
Et donc du reboot dans clair-obscur. On peut voir ça un tout petit peu comme ça, ouais. C'est bien Naruto, non? Moi je suis un fan de One Piece, j'ai jamais lu Naruto, je connais de très très loin. Du coup j'ai lu les 2 premiers tomes, je suis en mode genre ah c'est cool, mais j'ai envie de connaître la suite parce que c'est le lore un peu qui m'intéresse. Voilà. Miraculous, ça y va comme il faut, quoi. Marinette Dupin-Cheng, parce que oui, ça paraît absolument normal à tout le monde, sauf à nos gros raslards saucissons pinards, qu'on puisse être métisse asiatique et la meuf la plus franchouillarde de toute la Terre. Marinette Dupin-Cheng, donc, c'est la fille d'un boulanger, ça ne s'invente pas, et son complice Adrien, le stéréotype du bourgeois parisien. C'est vrai qu'il y a ça, j'avais oublié, j'avais vu 2-3 épisodes. Son daron, c'est un espèce de génie du mal, immense bourge, c'est Bernard Arnault en fait. C'est le fils de Bernard Arnault qui est un peu torturé, voilà. Et antagoniste principal appelé Monarque, c'est un grand couturier. Le gars, c'est juste evil Karl Lagerfeld. Et oui, je sais, Lagerfeld, il était franco-allemand, mais il est totalement associé à la France et à la haute couture. Même leurs petits animaux totems là, il y en a un, il bouffe H24 des macarons et des pâtisseries, et l'autre, c'est carrément un camé au fromage. Ma crémeux. Mais genre, ils balancent constamment des variétés de frometon comme si on était au salon de l'agriculture. Thomas Truc, le créateur de Miraculous Ladybug, est un mélanchoniste ultra basé sur Twitter et se revendique anticapitaliste et pro-palestinien. Ouais, c'est ce que vous dites depuis tout à l'heure, mais j'imagine qu'il va en parler dans la vidéo, donc je voulais éviter de lire les commentaires, mais il y en a eu trop. Voilà. Oh, ça me fait la même chose quand je vois une part de sa nectaire. Attendez, les questions qui fâchent. On vient de finir de regarder l'animé de Naruto avec ma copine. Après des dizaines d'années à être fan de One Piece, elle a dû admettre qu'elle trouvait Naruto meilleur. À contre-cœur. Bah moi je suis un fan depuis 20 ans de One Piece, quoi. Mais je regarde pas l'animé, je lis les mangas. Parce que l'animé de One Piece, ça a l'air d'être une purge un peu. Moins les dernières saisons, mais après, oui c'est l'humain la vidéo, enfin, c'est Bolche Geek pour l'humain. Après voilà, le truc Naruto versus One Piece, on veut vraiment partir sur ce débat-là. Moi je suis en train de lire Naruto, donc je peux pas vous dire. Ça l'est, et elle a raison. Moi, je trouve qu'il y a des trucs très bien dans les deux. Voilà. Par contre, juste, là, je viens de commencer, peut-être que ça va changer, mais le personnage de Sakura, là, j'ai jamais vu un personnage féminin aussi mal écrit de toute ma vie. Ça va changer, ça va évoluer. Parce que pour l'instant, c'est en mode Naruto, c'est un orphelin et il abrite dans son corps le démon à 9 queues et il cherche un machin bidule. Après, c'est en mode Sasuke, il est torturé, sombre et il y a des choses à venger par rapport à sa famille. Sakura, elle est amoureuse de Sasuke. Et Naruto est amoureux d'elle. Voilà. Point. Il n'y a rien d'autre. Pour l'instant, j'ai regardé que les 2 premiers tomes. Pour l'instant, il n'y a rien d'autre dans la construction du personnage de Sakura. J'étais en mode genre, ah ouais, à ce point-là. Non, ça ne change pas. Le traitement des meufs est terrible dans Naruto. Parce qu'après, dans One Piece, il y a vraiment des trucs à redire. Il y a vraiment énormément de trucs à redire dans One Piece. Il y a des trucs qui vont pas du tout non plus. Mais il y a des personnages girl boss en tout cas. Voilà. Et après, les personnages girl boss, il peut pas s'empêcher de les dessiner avec des énormes nibards et à sexualiser absolument tout ce qui passe, y compris un personnage qui a canoniquement 12 ans dans la série. Mais en fait, elle peut se transformer en une version future d'elle, et donc du coup, c'est une espèce de meuf bonne, une random meuf bonne comme absolument tous les personnages féminins de One Piece, sauf qu'elle a 12 ans. Voilà, donc il y a des trucs dans One Piece, mais en tout cas, il y a des personnages féminins hyper intéressants dans One Piece, malgré tout. Voilà. Comme Big Mom, par exemple. Même Big Mom, elle a des TCA, bon, il y a des trucs un peu bizarres, quoi. Après, bon, c'est le Japon, j'ai envie de dire. C'est le Japon. Comme Hunter x Hunter, tous les personnages féminins de Hunter x Hunter, et leur Hatsu de la spécialité, là, de je sais pas quoi, leur Hatsu, à chaque fois, c'est des trucs en rapport avec le ménage, la cuisine, ou soigner les gens, à la limite. Mais vraiment, c'est que des trucs comme ça. T'as une meuf dans Hunter x Hunter, son pouvoir, c'est d'avoir un aspirateur. Et c'est un des personnages les plus iconiques féminins de Hunter x Hunter, quoi. Genre, je suis désolé, il y a des trucs... Bon, voilà. Mais bon. Toujours est-il que voilà, j'ai lu les 2 premiers tomes de Naruto, je suis en mode ah ouais, le personnage de Sakura, nul. Vraiment, c'est. Voilà. Si on était au salon de l'agriculture. Oh, ça me fait la même chose quand je vois une part de sa nectaire, mais ça passe avec le temps. Bon, au-delà de ces petits clichetons, ça s'inscrit surtout dans un pur héritage de pop culture française, mais tel qu'elle a infusé la pop culture en général. Bon, évidemment, Chat Noir, probablement une des images les plus connues de Paris, au point que t'en as sur des affiches partout dans le monde, mais en fait, en anglais, il s'appelle pas Black Cat, il s'appelle Cat Noir. Parce que le terme français noir... Cat Noir. C'est vrai que noir, ça peut être utilisé en anglais, les gens savent bien ce que ça veut dire. Il y a un personnage, comment il s'appelle ? Pas un personnage avec noir dans son pseudo dans The Boys ? Non ? Dans The Boys, Black Noir, voilà, c'est ça. Ok. Il renvoie pour le public international pas tant à la couleur qu'au film noir. Je parle comme ça, car je suis français. Je suis fan d'Ardant.
cet homme n'est pas le colonel Chabert. Aussi, on va pas vous le refaire en détail, parce qu'on l'a déjà traité ici, on est évidemment dans la tradition des montes en l'air, qui remontent à des cambrioleurs réels, et ce qu'on appelait les rats d'hôtel, qui ont donné Arsène Lupin, le Passe-Muraille, les vampires de Feuillade, et puis ailleurs, Catwoman, Cat Size et tout et tout. Surtout, référence, alors là, totalement assumée, puisque l'école où va Marinette, c'est l'école Françoise Dupont. Vous voyez pas qui c'est, Françoise Dupont ? Vous êtes sûr ? Je vois pas qui c'est. Fantomette. Il y a une série Fantomette, c'est des bouquins, c'est des romans à la base, c'est des romans pour jeunes filles Fantomette, c'est bien ça. Mode Fantomette contre le je sais pas quoi là. Waouh, les souvenirs, mais aucun souvenir d'une série animée ou quoi que ce soit Fantomette, mais j'avais des livres de Fantomette chez moi quand j'étais petit. Encore une fois, j'ai grandi avec 2 grandes sœurs et pas de frères. Et parents divorcés en plus, donc j'ai vraiment grandi avec que des meufs. Mais c'est bien ça, ouais. C'est des bouquins à la base. T'es trop jeune. Mais j'avais des bouquins de Fantomette chez moi. Je m'en souviens très bien. Ça là, c'était cette édition-là. Oula. Ah, pour moi, c'est des bouquins comme ça, Fantomette. Je regardais en 92. Ah ouais. Oui, du coup, je suis trop jeune pour me souvenir de la série animée. Mais par contre, les bouquins, comme c'est super culte, je m'en souviens. De toute façon, j'en avais chez moi, quoi. Ok. Fantomette. Et juste après, il y avait les Intrépides avec Laurent Dutch, Incre. Putain, les vieux du chat, là. Et pas animé, je veux dire, en série, quoi. Eh ben oui, Fantomette, évidemment, prolifique série de romans populaires des années 60, qui avait déjà donné des BD, une série télé, et ceux qui, comme moi, ont grandi dans les années 90, vous vous souvenez peut-être qu'ils avaient adapté le perso sur le modèle de la série Batman, en partant alors là complètement dans un délire futuriste avec un pétarou sauce Akira, parce que les gens qui créent ces dessins animés maintenant, ils ont eux-mêmes grandi avec tout ça, et au lieu de juste se dire « Ah, c'était quand même mieux avant, comme par hasard, quand moi j'étais petit », ils sont actuellement en train de créer l'imaginaire des nouvelles générations. Donc vous voyez que c'est un jeu de va-et-vient, des influences qui en quelque sorte reviennent à la maison après être passées par l'imaginaire collectif international et qui repartent se mêler à d'autres influences et ainsi de suite et ainsi de suite. Le côté super-héros désormais associé au comic book états-unien, il se voit ici réadapté au toit haussmannien et non plus au gratte-ciel new-yorkais. Mais aussi la très claire influence. Voilà, la très claire influence des Magical Girls, c'est ce qu'on disait. On en parlait Magical Dormier, pas de Sailor Moon, mais c'est quand même le Magical Girl le plus iconique et le plus définitif. Ça reste quand même Sailor Moon, si je dis pas de bêtises. Dans les classiques. Des Magical Girls venues du Japon, qui elles ont fait leur chemin en France depuis notamment le Club Dorothée. Alors quand on est face à une telle échelle, vous imaginez bien que sur l'œuvre pèsent des enjeux d'une magnitude tout à fait unique qui dépassent leurs auteurs et même le créateur Thomas Astruc. D'autant plus quand on parle de programmes à destination de la jeunesse, surtout en notre époque de guerre culturelle amplifiée, mais en fait il y a toujours eu ça, et vous vous en souvenez très bien si justement vous avez grandi avec les polémiques autour du Club Do. D'où d'immanquables débat et polémique. Même une série aussi... Parce que là, il serait bien, même pour faire véhiculer nos idées de gauche, etc. Parce que là, ça parle du Club Dorothée, des mangas, des animés, etc. Un genre de football chez Geek XJDG, ça serait un banger et ça ferait progresser les idées de gauche. Non ? En vrai. Il y a une expertise partagée. J'aimerais trop voir ça serait trop marrant. Un genre de fit. Relativement, et j'ai envie de dire nécessairement consensuel. Là, ça rejoint plein de sujets des vidéos de JDG qui sont abordés d'une manière avec un angle bien différent, mais voilà. Si JDG arrêtait ses techs de droite, peut-être oui. Bah après, maintenant c'est une fois sur deux, c'est devenu le Jean-Michel Apathy de l'internet français. JDG. Parfois t'es en mode genre, waouh, basé de fou, qu'est-ce qui se passe? Et le lendemain il est en mode genre, ah, il y a la merde de payer les impôts, la retraite par répartition c'est de la merde. Mais bon, moi je suis intimement convaincu que si vous me laissiez parler 1 heure avec JDG de fiscalité, je pourrais le faire un peu changer d'avis. Oculus propose toujours une vision du monde et des représentations au-delà de celle de la France. Parce que même ces clichés là, un peu carte postale qu'elle en donne, vous remarquerez très vite que c'est pas exactement les mêmes que ceux que d'autres véhicules de leur propre pays. Du balai, bande de ravolants! Combien de fois faudra-t-il vous le dire, monsieur Ramier? C'est comme ça qu'est dépeint la police dans notre fleuron de l'animation franco-japonais qui s'exporte à l'international? Quelle image ça donne de la France? Un pays de pull-à-pisse qui s'en prennent aux forces de l'ordre? Je trouve ça antisémite en fait.
de leur propre pays. Du balai, bande de rats volants! Combien de fois faudra-t-il Image vous fidèle, dire, hein. monsieur Ramier? On ne nourrit pas les pigeons! Et c'est là où, forcément, ça fait grincer des dents. Rien que leur pari un peu futuriste là, c'est pas un choix anodin. Ils sont vraiment partis, mais alors sur un truc très positif, presque utopie au punk, avec beaucoup d'infrastructures publiques, très énergie propre, une architecture végétalisée, vraiment limite Oui, le c'est même ça. de le futur si. Alors, il y a ce côté très cosmopolite sur lequel on va pas revenir, mais dites-vous que même si vous vous en rendez pas compte au premier coup d'œil, l'urbanisme a été designé volontairement dans les détails pour qu'il y ait du braille, des rampes et autres accès censés la présenter comme Ouais, c'est woke, quoi. C'est du wokisme. Hashtag ça cache Paris. Annie Dingo, ça cache Paris avec le wokisme. C'est ça, là? Ouais, ok, d'accord. inclusive. Et oui, étrangement, par rapport à ce qu'on a déjà dit dans notre épisode sur le solarpunk, Miraculous, c'est une des seules œuvres populaires majeures récentes qui va proposer d'aller vraiment à fond la caisse dans un imaginaire futur désirable progressiste. Ok, parce que le truc du solarpunk, là, j'avais maté sa vidéo. Soit c'est le solarpunk, c'est un peu de la merde. Soit, je sais pas, la vidéo, j'avais trouvé un peu pas très intéressante, mais j'ai presque l'impression qu'il y avait pas grand chose à dire sur le solarpunk en réalité. C'est une espèce d'imagerie qui a émergé sur internet, mais avec pas vraiment d'œuvre qui correspond. D'ailleurs, c'est ce qu'il disait dans la vidéo en réalité. Mais ça a presque appuyé mon instinct que cette histoire de solarpunk, c'était un peu. Vous voyez, je sais pas. Mais là, effectivement, ça m'a fait penser à ça, cela dit. On a beau proposer une espèce d'image d'Épinal. C'est quoi l'image d'Épinal qu'on propose ? En fait, on peut jamais plaire à tout le monde, même si on le voulait pour des raisons commerciales. Et là, je veux dire, ouais, il y a des trucs, ça peut faire péter un câble à certains. Genre, ce final de saison où la maire de Paris, qui est aussi une maman en couple avec une autre femme, est interviewée par la présentatrice drag queen du JT sur fond solarpunk d'éolienne. Le wokisme, qu'est-ce que c'est que ce wokisme dans mon œuvre de fiction? C'est vraiment ça. Hein. Voilà, les droitards en PLS. Un homme drag queen interview une femme lesbienne homoparentale, maire de Paris. Ah, si seulement Paris c'était comme ça, pour de vrai. Et c'est effectivement, ça rejoint ce truc de la cérémonie d'ouverture des JO. La question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a eu un caméo de Philippe Catherine tout en bleu, un petit détail, un petit easter egg dans un épisode de Miraculous? Si ça n'a pas été fait, je le suggère. Thomas Truc, si tu me regardes. En plus, les Japonais, ils ont bien aimé apparemment. Voilà. Est interviewée par la présentatrice drag queen du JT sur fond solarpunk d'éolienne. Bonjour les amis, bienvenue dans Nouveau Monde. Ça ne fait que quelques semaines que vous êtes mairesse de Paris et pourtant vous avez déjà transformé la ville. Quel est votre super pouvoir ? Non mais ok, là j'avoue, vous voulez nous les casser sur CNews. C'est quoi, c'est encore un coup de Thomas Joly, c'est ça ? Je vous remercie, mais mon seul super pouvoir, c'est vous. C'est la révolution citoyenne du peuple de Paris qui a repris aux bourgeois les clés du... Ah, désolé. Attendez, on rembobine. Pouvoir, c'est vous. C'est la révolution citoyenne du... La révolution citoyenne ? Mais c'est littéralement... C'est ce que dit la France Insoumise, la révolution citoyenne. C'est littéralement un élément de langage de Jean-Luc Mélenchon. On est d'accord. C'est de la propagande mélenchoniste mis dans le cerveau des enfants du monde entier. C'est honteux. Non, c'est un peu cool du coup. Peuple de Paris qui a repris aux bourgeois les clés du pouvoir. Mais la problématique... Les bourgeois ? Le B-word a été prononcé. C'est un fake ? Non, c'est pas un fake. C'est confirmé que c'est pas un fake. Repris aux bourgeois. Let's go. C'est jamais de proposer une vision du monde, y compris aux enfants, puisque de toute façon, il faut bien leur en proposer une. Du coup, la vraie question, c'est surtout avec laquelle on veut qu'ils se construisent. Et là, effectivement, comment peut-on présenter cette horrible vision d'un futur inclusif, cosmopolite, écolo et de progrès ? C'est terrifiant. Enfin, faut voir terrifiant pour qui et pourquoi. Vous avez vu, il parle des privilégiés. C'est un discours très à gauche. Tout est gratuit avec lui. Hein. Il propose de la gratuité des transports, il propose des épiceries au prix... Alors c'est pas gratuit, hein. C'est plutôt socialisé à travers un pot commun qui financé par l'impôt et par la dépense publique, quoi. C'est pas gratuit, arrêtez de dire ça.
complètement dérisoire. Résultat, la série a eu son lot de polémiques qui n'auraient pas pris une telle ampleur si c'était un simple programme destiné à un public plus niche. Par exemple, ça. Mais c'est pas Adrien que j'aime. Oh, mais qui alors? Est-ce que vous vous rendez compte qu'on apprend à nos enfants que des filles... Enfin, t'es là, Jérémy. On était en mode genre putain, il manquait Onibaku et toi, parce qu'on a parlé de Magical Doremi, et Onibaku est un fan de Magical Doremi, et ça parlait d'animation française. Et j'étais en mode putain, il manque Jérémy, il fait chier. Enfin, tu es avec C'est bon, tout le monde est là? T'es toujours là, Onibaku? C'est bon? Les dessins animés, let's go! Après le moment où ça parlait plus d'animation à proprement parler, où on parlait. C'était plus au début. Là, ça parle précisément de Miraculous Ladybug. Toi, tu connais du coup Miraculous Ladybug, j'imagine que tu regardes ça avec intérêt. Enfin, tu regardes pas forcément la série, mais tout le phénomène Miraculous Ladybug, j'imagine que tu t'y es intéressé. Non? Tu le connais un peu, Thomas, ce truc? C'est un pote à toi? Oui, j'ai vu l'épisode déjà en plus. Ah, ok. Je suis là. Ah, il y a tout le monde, parfait. Tu le connais un peu, Thomas, ce truc? Il paraît que c'est un solide gauchiste. Peuvent être amoureuses de filles et que c'est ok, même si c'est pas réciproque. Si c'est vrai, c'est très grave. Je suis extrêmement flattée. Tu as raison, ça fait du bien de dire ce qu'on ressent. Comment? Si, bien sûr, je connais. Alors, j'ai déjà croisé, mais je le connais pas vraiment. Ok. D'accord. Bon, il a l'air cool en tout cas. Il a l'air cool. Moi, je connaissais un peu de loin Miraculous Ladybug, mais là, le moment où ça parle de révolution citoyenne pour reprendre la ville de Paris aux bourgeois, je savais pas que c'était à ce point-là. Hein. C'est cool. Moi, je pensais qu'ils en faisaient des tonnes à dire que c'était de la propagande wokiste. Mais en vrai, bon, un peu. Mais bon, de toute façon, à un moment donné, les droitards, il va falloir qu'ils apprennent, une bonne fois pour toutes, que le milieu culturel, de manière générale, ceux qui font vivre l'art et la culture en France, à peu près partout dans le monde, c'est plus des gens de gauche que des gens de droite, quoi. Eux, faire des espèces de vieux trucs surannés, des espèces de visions vieillottes dans le formol, de trucs tout pourris avec des chevaliers de merde. Ça, ils savent faire, mais c'est pas intéressant artistiquement, quoi. Voilà. J'explique ça à mes enfants. C'est une phrase qu'adorent sortir les gens qui paniquent à l'idée qu'on leur donne des représentations de la réalité, en fait. Ouais. Mais surtout pour le truc de c'est de la propagande homosexuelle à nos enfants. Enfin, quand tu regardes la quantité de propagande hétérosexuelle qu'il y a eu dans les œuvres, y compris pour les enfants, de tout temps. On parlait de Naruto tout à l'heure, avec le personnage de Sakura qui est archi mal écrit et qui n'existe que pour être amoureuse de Sasuke et que c'est tout nul. Bon, j'ai lu que les 2 premiers tomes pour l'instant, donc je suis pas encore expert en la matière. Mais voilà quoi, c'est quoi ce truc hétéronormé? C'est de la propagande hétérosexuelle ou normalement, genre? Qu'est-ce que c'est que ça dans Naruto? Il y a des trucs, c'est des adolescents qui se tournent autour, machin bidule, c'est de la propagande hétérosexuelle. Comment j'explique à mes enfants ça? On pourrait dire exactement la même chose. Hein. Ils font leur prude. Si vous voulez vraiment faire leur prude à ce point-là, la droite, par rapport à ces œuvres de fiction, ils devraient dire c'est quoi ça, des relations amoureuses, voire presque un peu, parfois ça parle de fricoter ensemble, mais c'est indécent. À ce moment-là, ils devraient faire ça et aller jusqu'au bout, être dans un pur puritanisme. Mais on verrait que c'est complètement con, quoi. Mais en fait, non, c'est parce que c'est même pas tant du puritanisme que ça, c'est de l'homophobie et de la réaction, quoi. Non. Vous aurez peut-être moins besoin de lui expliquer dans la vraie vie que son petit camarade, par exemple, il a 2 papas, juste c'est comme ça, quoi, si c'est pas de la science-fiction dans les dessins animés qu'il regarde. Sans parler que c'est peut-être pas mal aussi pour le petit camarade qui a 2 papas et qui regarde les mêmes dessins animés. Et d'ailleurs, si on a du mal à voir comment expliquer un truc aussi simple du quotidien, c'est peut-être qu'on n'a pas assez grandi avec des dessins animés où juste ça existe. Enfin, vous croyez pas? Ouais, mais le truc, c'est que les droitards, ils voient ça, et en plus, ils voient que la série a beaucoup de succès. Il n'y a pas trop d'équivalent du phénomène Miraculous Ladybug dans l'animation française pour les enfants, parce que c'est un phénomène planétaire, littéralement. Et du coup, ils se disent, mais c'est surreprésenté. C'est surreprésenté. Il y en a certains, ils se disent ça. Bon, après, t'as les gros homophobes réactionnaires d'extrême droite où ils s'en battent les couilles. Ils sont en mode pas d'homosexuels dans mes séries, pas de noirs dans mes jeux vidéo, et basta, quoi. Il y en a plein qui se disent non, le problème c'est pas qu'il y ait des noirs et des homosexuels, c'est qu'il y en a trop, il n'y a plus que ça. On est obligé de mettre des homosexuels dans nos séries maintenant et on est obligé de mettre des noirs. C'est pas normal. On devrait et la liberté artistique. Parfois c'est un peu ça le discours, quoi. Mais quand tu regardes la quantité historiquement de dessins animés où il y avait juste 0 homosexuel et 0 diversité et quoi que ce soit, on peut presque voir le truc en mode genre ok, Miraculous Ladybug ça rattrape tout le temps qui a été perdu, quoi, et basta. Voilà. Moins que ce soit pas. Mais présenté une fois surreprésenté en plus, c'est pas une série LGBT woke tant que ça, c'est juste qu'ils ont parlé de 2-3 moments comme ça, quoi. Voilà. Bon, bref. La série est bien regardée en tant qu'adulte ou c'est vraiment trop target enfant? Moi j'ai une de mes meilleures potes qui était, elle est peut-être un peu moins, mais qui a regardé tout Miraculous Ladybug et qui était en mode genre en vrai, c'est vraiment bien. Et du coup, une fois j'avais dit c'est bien, ça reste un truc pour les enfants, et elle l'avait mal pris. Bon, en vrai, c'est un truc pour les enfants, mais quand c'est bien fait, une œuvre de fiction, que ce soit un film ou une série ou n'importe quoi,
quand c'est fait pour les enfants et que c'est bien, logiquement, tu peux regarder ça en tant qu'adulte. Enfin, c'est comme les Disney. Après, je dis ça, je sais que mes parents détestent Disney. Mais bon, tous les Disney, les classiques de Disney, en termes de qualité de l'animation, même si Disney, c'est un peu l'empire du mal, en vérité. Hein. Économiquement et tout, il n'y a rien qui va. J'aime pas du tout l'entreprise Disney. De moins en moins, on va dire. Mais tous les classiques de l'animation Disney, tu regardes ça quand t'es adulte, si tu t'intéresses aux films d'animation, t'es en mode genre, waouh, c'est super bien animé et ça se regarde bien, quoi. Ouais. Donc je pense qu'on peut regarder. Comme les Miyazaki, ça passe mieux. Miyazaki, c'est moins pour les enfants, quoi. Il y a des trucs, c'est même assez sombre et parfois, genre Mononoke, moi j'avais vu quand j'étais petit, ça m'avait un peu choqué, quoi. Parce qu'il y a des trucs gore un peu dedans, quoi. L'espèce de sanglier mutant là avec les trucs qui sont. Ouais. Représentation que vous avez un problème, mais avec cette réalité. Et là, faut le dire clairement, hein, parce que c'est une toute autre... J'ai suivi avec ma fille de 9 ans et franchement ça passe. Mais je pense que c'est le genre de truc que tu regardes avec tes enfants, c'est pas une purge, quoi. Parfois il y a des trucs, c'est une purge en tant qu'adulte. J'ai une anecdote là-dessus. Le tout premier film Pokémon, à l'ancien, le film Pokémon, j'avais été le voir quand j'étais vraiment gamin, je sais pas quand il est sorti, mais j'avais genre 7 ans, un truc comme ça. Je me souviens, il pleuvait. J'avais été le voir à Mantes-la-Jolie avec mon père. Je me souviens, il pleuvait des cordes. Je me souviens bien. Et avec mes sœurs et tout. Et du coup, on commence à rentrer, on regarde le film, etc., etc. Et l'introduction du film Pokémon, il y a un espèce de petit court-métrage Pokémon avant le début du vrai film. Et le début du film Pokémon, le petit film d'animation qu'ils ont mis avant, c'est un truc en mode les vacances de Pikachu. Et du coup, c'est un truc un peu spécial, ça dure 10 minutes maximum. Et du coup, c'est Pikachu qui va dans une espèce de colonie de vacances. Et c'est que des Pokémon, il n'y a pas d'humains dedans. Du coup, c'est que des Pokémon. Et donc pendant 10 minutes, les seuls dialogues, c'est Pika, Pika, Carapuce. Et c'est que ça pendant 10 minutes. C'est que des Pokémon entre eux. Et du coup, il me l'a raconté bien après ça, mon daron. On en avait reparlé. Il était en genre, ah ouais, quand on avait été voir ça, on a débarqué dans la salle, ça commence, vous étiez trop contents tous. Le film commence et pendant 10 minutes, c'était que des Pika, Pika et des bulles bizarres. Il n'y avait même pas de dialogue. Il était en mode genre, attends, ça va durer 1h30 comme ça? Waouh, non, c'est pas possible. Et en fait, c'était juste l'intro, c'était le petit court-métrage qu'il y avait avant. Et après, le film commence, et là, il y a du dialogue, et du coup, c'est un peu plus regardable. Et en vrai, le premier film Pokémon, il est vraiment bien. Les 3 premiers, ils sont bien. Moi, le 3, là, avec Entei, je l'avais trouvé vraiment bien à l'ancienne quand je l'avais vu. Je l'avais revu un peu plus vieux. Franchement, il était propre, hein, il y a des trucs assez sympas. C'était un bon film d'animation, quoi. Voilà. Et même le premier film Pokémon, il y a des trucs, il est banger. Il y a la fameuse scène avec les clones des Pokémon qui se battent entre eux. Tu vois, un Pikachu cloné contre Pikachu qui se battent en pleurant en mode genre on veut pas se battre, et qui se mettent des gifs comme ça en mode genre en pleurant. C'est quand tu vois ça et que t'es petit et que t'es fan de Pokémon, t'es en mode genre oh quelle horreur. En vrai, il est bien ce film, il était bien. Voilà. Bon allez. Discussion. Mais oui. Du coup, normalement, je pense qu'une fois que le vrai film a commencé, mon daron il était en mode genre bon ça va. Et je sais pas s'il a passé un bon moment devant, mais je pense que c'était regardable quoi. Mais il y a des trucs parfois c'est un peu une purge. Alors qu'en vrai, c'est difficile de faire un film sans dialogue. Bah oui, on parlait de Primal tout à l'heure que j'ai pas vu, on m'a dit c'est un truc sans dialogue. Du coup, j'aimerais bien aller y jeter un petit coup d'œil, quoi. Ouais, après, s'il avait fait le truc en mode les vacances de Pikachu, que ça avait duré 1h30 sans aucun dialogue et que avec des Pika-Pika, ça aurait été une purge, hein, effectivement. C'est excellent, Primal. Bah, c'est ce qu'on m'a dit. J'ai eu que des bons retours, donc c'est cool. Clairement, hein, parce que c'est une toute autre discussion. Ma mère nous avait mis avec mon frère, on avait 5 et 6 ans devant le tombeau des Lucioles sans savoir ce que c'était. Wow. Pour le coup, le tombeau des Lucioles, c'est hardcore à regarder. Moi, je l'ai vu il y a pas si longtemps. Je l'ai vu pour la première fois il y a peut-être 3 ans, un truc comme ça. J'avais déjà pas loin de 30 piges. Et franchement, t'as envie de pleurer, quoi. T'as envie de pleurer. C'est vraiment dur à regarder, quoi. La moitié du film, tu vois des enfants mourir de faim, quoi. Enfin, genre, c'est hardcore de chez hardcore, le tombeau des Lucioles. De toute façon, c'est réputé pour être un des films d'animation les plus durs à regarder de l'histoire des films d'animation. Ou en tout cas, dans les trucs qui sont pas réservés aux plus de 18 ans, ou c'est des trucs gore ou je ne sais quoi. Voilà. On l'avait vu au collège, le tombeau des Lucioles. Au collège, un peu hardcore. Hein. Au lycée, ok. Au lycée, tu peux, je pense. Au collège, ça dépend quel âge t'as, en 3ème peut-être, mais voilà. Ribo n'a pas pleuré, si c'est vrai, c'est très grave. Je me souviens plus si j'ai pleuré, mais en tout cas, j'avais la gorge serrée, sa mère. Toute la fin du film, t'es en mode genre. Je vais pas spoiler, mais juste, c'est. Genre vraiment, j'avais la gorge serrée. C'est vraiment dur à voir. C'est vraiment dur à voir. Et en plus, t'as presque un côté quasiment voyeuriste dans le tombeau des Lucioles en réalité. Il y a presque un côté un peu. À la fin, tu regardes le film, t'es en mode genre. Mais pourquoi je suis en train de regarder ça? C'est juste horrible. Il y a aucun espoir. Ça te montre le pire de la misère humaine quasiment. Et t'es en mode genre. Mais c'est quoi l'intérêt de faire un film comme ça? Il y a quasiment presque un truc voyeuriste par rapport à la souffrance que tu vois d'enfants en train de souffrir. Et c'est quasiment que ça. Enfin, c'est pas que ça, mais si. C'est quasiment que ça pendant 1h30. Et en fait, ce qui justifie ce truc, qui est même pas vraiment du voyeurisme, mais qui est fondamentalement dérangeant, c'est que c'est inspiré de faits réels. Ça parle de la guerre et ça parle de trucs qui sont vraiment passés. Et donc, c'est pas gratuit, quoi. Mais du coup, ça te met dans un mood où t'es en mode genre, mais pourquoi je suis en train de voir ça? C'est horrible. Et en fait, t'es en train de voir ça parce que ça décrit une réalité, la réalité de la guerre et des enfants qui sont morts de faim pendant la guerre et tout, quoi. Enfin, hardcore. Vraiment hardcore, mais c'est pas gratuitement hardcore, quoi. Voilà. Avec sa représentation que vous avez un problème, mais avec cette réalité. Et là, faut le dire clairement. Hein, après, le film d'animation que j'aimerais bien revoir, on va rembobiner un peu là, le Miyazaki que j'aimerais bien revoir, que j'avais vu il y a longtemps, que j'avais trop aimé. Et je suis sûr et certain que si je le revoyais maintenant,
je l'aimerais encore 10 fois plus. C'est comment il s'appelle ? Le vent se lève. Incroyable, Le vent se lève. Je l'ai vu il y a longtemps et il y a des trucs, tu sais qu'à la deuxième visionnage, après avoir peut-être vieilli un peu aussi, c'est encore plus un banger. Et ce film, je sais que si je le revois, je serai 2 fois plus ému que la première fois où je l'ai vu, alors que déjà j'avais bien aimé la première fois. Moi, je sais que j'ai une pote qui est fan de Miyazaki, comme beaucoup de gens. Elle avait pas forcément trop aimé Le Tombeau des Lucioles, parce qu'elle était en mode genre, ouais, bah c'est très terre à terre, il y a pas ce côté fantastique qu'elle aimait bien. Elle avait été voir au cinéma avec son père, elle était en mode genre, ouais, moi, je trouve ça bien, mais j'étais un peu déçu. Et elle dit, par contre, j'étais le voir avec mon père, et mon père a pleuré devant. Et en fait, c'est juste que son daron, il avait peut-être 60 piges, quoi. Et quand t'es un adulte qui a une longue vie derrière toi, etc., je pense que c'est vraiment un film qui est plus. Que tu comprends mieux quand t'as un certain âge, le vent se lève. Genre de film, quand tu vois adolescent, ça te pénètre pas autant que ça pourrait, quoi. En tout cas, du coup, ma pote fan de Miyazaki, elle était en mode genre, j'ai pas compris. Mon daron, il a vu, il a pleuré, genre, vraiment, il a pleuré devant. Mais je comprends un peu. Donc moi, j'aimerais bien le revoir. Il y a des trucs un peu, même sur. Enfin, il y a plein de sujets, ça parle de la guerre, ça parle de l'ambition aussi. Ça rejoint un thème que j'aime beaucoup, d'un morceau que j'ai souvent mis en live qui s'appelle No, I'm Learning to Love the War de Father John Misty. Où ça parle de est-ce que poursuivre un projet, un rêve artistique ou autre, tu dois le faire même si tu sais que quelque part ça provoque du malheur. Et lui, il parle par rapport à la pollution, quoi. Est-ce que tu dois faire des tournées ? Est-ce que tu dois être une rockstar ? Est-ce que tu dois presser des albums à des centaines de milliers d'exemplaires que t'expédies dans les 4 coins du monde parce que c'est ton projet artistique et c'est ta manière de te réaliser et de créer du beau dans la vie, quoi. Est-ce que si ça doit se faire au prix de la destruction de la planète ? C'est un peu la question qui est posée dans ce morceau. Il lui répond ouais. Il répond oui. Désolé, mais oui. Et ça parle aussi un peu de ça. Pas par rapport à l'écologie spécifiquement, mais par rapport à la guerre carrément, parce que c'est un film qui parle de l'aviation, etc. Est-ce que suivre son rêve de apprendre à l'humanité à voler en faisant des avions, on doit le poursuivre si jamais à la fin ces avions sont utilisés pour faire la guerre ? C'est les vraies questions philosophiques. Ça rejoint un peu aussi le thème de Oppenheimer, etc., etc. Donc c'est des thèmes qui sont vraiment super intéressants et j'aimerais bien le revoir, quoi. J'aimerais vraiment bien le revoir. Bref. On reprend. J'ai pas vu le dernier Miyazaki, par contre, Le Garçon et le Héron, je l'ai pas vu. Voilà, faudrait que je le mate aussi. C'est peut-être. Et bon, je finis on fait une petite pause, un petit tunnel. Sur les trucs que je vais probablement regarder, là, j'en parlais avec Onibaku, j'aimerais bien regarder JoJo's Bizarre Adventure. Ça, vraiment, je suis quasiment sûr que ça va me plaire, JoJo's Bizarre Adventure. Je sais pas. À la base, l'esthétique de la série, j'étais en mode genre, ok, ouais, un peu bizarre. Et plus je vois des images, plus je me dis, ouais, énorme banger. Mais en plus, il y a plein de refs au rock progressif, aux années 70 et tout. Donc je pense qu'on va se faire ça. En plus, ça a l'air relativement digeste. Bon, c'est 190 épisodes, mais comme c'est partie par partie, et puis que les histoires changent petit à petit, ça a l'air d'être relativement digeste. Rejoins la secte Jojo, c'est un Zico, tu vas bien aimer. Je suis quasiment sûr que je vais bien aimer. Il y a des trucs comme ça, tu sais avant de le voir que tu vas bien aimer. Ça m'avait fait ça avec Les Fils de l'Homme, un de mes films préférés d'Alfonso Cuarón. J'en avais un peu entendu parler, je suis en mode, ce film-là, si je le regarde, je sais que je vais aimer. Et j'ai adoré sa mère, et pareil, il y a des références au progressif en plus, quoi. Voilà. Si, vas-y, au moins les 3 premières saisons. Yes. Mais je pense que je vais regarder, ça a l'air très très bien. Je joue 2-3 petits refs. Zawarudo. Voilà. On n'a pas assez grandi avec des dessins animés ou juste. Les Fils de l'Homme ultra gaze, désolé. Alors, mais ça, c'est les demi-habiles. Pardon, c'est pas par rapport à toi, Jazz, excuse-moi. C'est les gens en mode genre. Parce qu'il y a des trucs. Dernièrement, on entend pas mal aussi un discours sur le plan séquence quand c'est utilisé uniquement pour que ça soit une démonstration technique. Ça pue un peu la merde. Et je peux comprendre. Et c'est vrai qu'il y a un peu de ça dans Les Fils de l'Homme. Mais le film, il est sorti quoi en 2008, un truc comme ça. Il date de fou. Et quand le film il est sorti, en vrai, il a un peu mis tout le monde d'accord. Le film, il est excellent. Et juste ce plan séquence un peu performatif pour dire regardez, waouh, c'est une prouesse technique. C'est pas uniquement une prouesse technique dans Les Fils de l'Homme. Ça donne un côté vraiment un peu caméra à l'épaule. On suit les trucs et ça te met presque comme si t'étais dans un jeu vidéo. Ça permet une immersion dans les scènes d'action et c'est hyper bien foutu, quoi. Moi, je pense que c'est pas gratos cette espèce de plan séquence mis en avant comme une prouesse technique. Il me semble pas que ça soit gratos dans Les Fils de l'Homme, déjà, premièrement. Mais après, du coup, maintenant, depuis. Il peut y avoir des gens qui pourraient critiquer ça en mode genre, ouais, bon, c'est bon, t'as fait un plan séquence de 14 minutes avec des trucs partout, arrête de te branler. Mais pour moi, c'est pas de la branlette dans Les Fils de l'Homme. Ouais, ça accentue la tension, exactement. Et juste Les Fils de l'Homme, je suis désolé, là, la dernière scène, le dernier plan de séquence. No spoil, mais le tout dernier, là, quand c'est. T'as de la bagarre, etc., etc. La dernière scène du film, enfin, l'avant-dernière scène du film. Bon, ceux qui ont vu le film, vous savez de quoi je parle, hein. Je suis désolé, si t'es pas ému en voyant ça, tu n'es pas un être humain. Tu n'es pas un être humain si tu n'es pas ému en voyant cette scène. Je suis désolé. C'est la scène qui te dit la vie est plus forte que la mort. Ça te dit ça, et si t'as pas envie de pleurer en voyant ça, pour moi, tu n'as pas d'humanité. Voilà. C'est pas une hot take, mais vraiment, c'est incroyable. Cette scène, elle est incroyable. J'ai oublié. C'est le dénouement du film, c'est l'avant-dernière scène, quoi. Il se passe je dis pas, mais il se passe un événement incroyable, et du coup, tout le monde est en mode genre, oh, et t'as cette espèce de moment où c'est en mode genre, t'es ému de fou, toi, genre, oh, le fond était vraiment tiédasse, désolé. Oh, c'est que t'as pas bien compris. Je dis rien, mais enfin, voilà, la dernière scène, pour moi, c'est d'une beauté, c'est magnifique, quoi. Bon, allez, on reprend.
existe. Enfin, vous croyez pas ? À moins que ce soit pas avec sa représentation que vous avez un problème, mais avec cette réalité. Et là, faut le dire clairement, hein, parce que c'est une toute Donc on autre parle du wokisme dans les séries, enfin on parle même de l'homosexualité représentée dans les séries. discussion. Et Autre film. exemple, des fans ont remarqué que sur un épisode, dans la version française, celle d'origine normalement, dedans, il manquait pas moins de 3 minutes par rapport aux versions internationales. Donc c'est ça, j'en avais entendu parler, la scène avec l'autobus là et tout, avec le contrôleur. ACAB inclut les contrôleurs. Ça je m'en souviens de cette polémique. Tiens donc. Il se trouve qu'à un moment, la maman de Marinette, elle se retrouve dans le bus sans titre de transport parce que sa fille est partie avec. Bon. Et ben dans la version non censurée, il se passe ça. Hélas, cher monsieur, je n'ai pas d'argent sur moi. C'est ma fille qui a mon portefeuille. Ben voyons, j'imagine que vous n'avez pas de papier d'identité non plus. Cet épisode, Thomas Astruc et ses équipes l'ont mis... J'aime trop voir ça. Je suis content. Je suis très très content de voir ça. Dans un vrai bus 33 gare d'Austerlitz, quoi. Ben voyons, pareil. Ben voyons, ça se trouve c'est un peu une référence à Zemmour. Hein. en branle au moment des Gilets jaunes, donc à un moment où le sujet de la police était partout, et donc ils voulaient donner des billes aux enfants sur ce qui se passait réellement. Sauf que TF1, ils voulaient pas que ça donne une mauvaise image des institutions auprès de gosses qui regarderaient seuls le programme. Je suis désolé Sabine, mais vous étiez dans le bus sans ticket, c'est une infraction, et en Le plus... jeune il est sympa, il dit je suis désolé, machin bidule, ça va. Si ça c'est de la représentation anti-flic, non ça va, faut se calmer 5 minutes. Hein. Sans papier. Mais enfin, Roger, on se connaît depuis des années. Attention, Roro. Non mais là ça montre bien que ce policier, même s'il connaît la personne, c'est pas un problème d'individu, mais c'est un problème structurel du rôle de contrôle social de la police. Donc c'est carré de fou, c'est pas bêtement anti-flic. Il est sympa, le problème c'est son uniforme, c'est pas la personne qu'il y a derrière quelque part. Je trouve ça propre. S'énerve. Donc à la place, comme d'hab, et si on faisait semblant que juste ça existe pas ? Technique d'éducation de l'autruche qui a toujours de très bons résultats. Oh là, vous allez vous calmer tout de suite, d'accord? Parce que là, on n'est pas loin de l'outrage à agent. Oui, c'est ça, outrage, outrage. Y'a un problème, Roro? J'aime trop, je me souvenais plus qu'il y a les CRS qui arrivent à la fin, c'est vraiment en mode... L'outrage à agent. Oui, c'est ça, outrage, outrage. Il y a un problème avec les CRS casqués. Ah non, j'aime trop. J'aime trop. Le fait que ça a été censuré par TF1, c'est vraiment en mode genre, non mais wesh, on peut plus rien dire en fait. C'est quoi ces spécial snowflakes quoi? Vous voyez une fois une représentation de flics qui sont pas forcément mis sous le meilleur jour, et c'est en mode genre, ah mais non mais c'est impossible de dire ça. Où est passé le rock'n'roll? Ça va? Oh! Problème, Roro? Ah, ils sont à câble, tu sais, les gars. Et tout seul, les parents, ils rentrent. Ils jettent des pavés sur la télé. À câble! Ils sont sur le rond-point, tu sais, que des enfants, avec des petits gilets jaunes, des petits chasubles. Courez pas! Bon, Astruc... Courez pas! Exactement, donne la papate. Lui, il dit qu'il comprend qu'à la base... Mais attendez, mais c'est lui Thomas Astruc, mais je l'ai déjà vu sur Twitter. J'ai même pas capté que c'était le mec de Miraculous Ladybug. Thomas Astruc, petit truc soulèvement de la terre, pépé rouge comme ça. Je l'ai déjà vu passer sur Twitter, je savais même pas que c'était le mec de Ladybug. Attends, je vais aller vérifier. Ça se trouve, on est mutu. Ça se trouve, on est mutu, je suis même pas au courant, hein. C'est même pas impossible. Hein. Vu comment j'ai du buzz sur Twitter en ce moment, sans vouloir me vanter. Bien sûr, cette pépé me dit quelque chose. Non, on n'est pas mutu, je le suis même pas. Bah, je vais le follow. Hop là, bravo monsieur. Et du coup, effectivement, tadam, le petit truc Porco Rosso, Better a Pig than a Fascist. Anecdote, ma toute première photo de bannière Twitter, bah, c'était ça, c'était la même que Thomas Astruc. Avec le petit sous-titre avec écrit Better a Pig than a Fascist. Toute première fois que je me suis inscrit sur Twitter, en 2022, j'avais la même truc de couverture que lui. Ok, trop bien, trop bien, trop bien. Trop bien, ça fait plaisir ça. Allez, on reprend. Enfin, ça leur posait pas de Attends, problème. Quoi bah, genre Naruto, ça traîne sur 10 ans, ce qui est long, mais toujours moins long que les 100 ans de One Piece. 30 ans. Pas 100 ans. Ça va, on arrive à la fin, là. On arrive à la fin. Dans 5 ans, ça sera fini, One Piece, max. Je suis même pas sûr. C'est Kiro Oda meurt pas avant. Mais justement, quand il y aura le dénouement, ça va être un genre, waouh. Moi, j'ai commencé à One Piece quand j'avais 10 ans, quoi. Quand j'avais 10 ans. Donc le jour où j'aurai toute la collecte de One Piece en entier, il y a déjà une bonne partie de la collecte derrière moi, il me manque quelques tomes. Juste là. Le jour où j'aurai toute la collecte en entier jusqu'au dernier tome traduit en français édition Glénat, je pourrais aller regarder, je pourrais imaginer le mois du passé qui a 10 piges et vers sur le tome 1 de One Piece à Noël, lui faire un petit check comme ça en mode trop bien, ça va être incroyable. Mais qu'il y a eu ce blocage en bout de chaîne. Ça fait 20 ans qu'il reste 5 ans. Non, mais là, quand tu lis One Piece et que tu suis le scénario, c'est évident qu'on arrive à la fin. De toute façon, il a dit, là, c'est pas le dernier arc, c'est la dernière saga.
Et là, enfin, ceux qui suivent One Piece, no spoil, no spoil. Ceux qui suivent One Piece et qui ont lu les derniers chapitres, c'est évident qu'on arrive vers la fin là. Ça commence à sentir le dénouement. En termes de sens, je pense que c'est contre-productif puisque ça revient à montrer Glénat, l'existence. j'ai dit Glénat au lieu de Glénat. Oh pardon, excusez-moi. On est à 5h28 de live, j'ai déjà streamé 6h hier. Bon voilà. Pardon, on reprend. Base TF1, ça leur posait pas de problème, mais qu'il y a eu ce blocage en bout de chaîne. Tout en ajoutant. En termes de sens, je pense que c'est contre-productif puisque ça revient à montrer l'existence d'un arbitraire, mais sans l'expliquer ni montrer comment il se construit. Dommage. Et ça, c'est intéressant, parce que ça montre que dans une œuvre avec autant d'enjeux commerciaux, industriels et culturels, et ben même le créateur est pas tant l'auteur, maître absolu de son œuvre. Même si, évidemment, les partis pris, ils viennent pas de nulle part, hein. Ils viennent des gens qui produisent les œuvres et qui sont eux-mêmes jamais neutres. Et j'ai envie de dire, surtout Thomas Astruc, parce que c'est quand même pas compliqué de voir qu'il a une certaine vision du monde, on va dire, hein, dont il se cache pas du tout. Il suffit de voir son compte Twitter. Alors, le tweet épinglé public de Thomas Astruc, je le traduis parce qu'il l'a fait en anglais en plus. Le capitalisme est une secte mortifère, basée sur le mythe Attends. On va le regarder comme ça plutôt. Le capitalisme est une secte mortifère, basée sur le mythe de la croissance, aussi connu comme l'accumulation illimitée. Quand il arrête de fonctionner car les ressources de la planète sont limitées, il se transforme en fascisme, qui consiste en le sacrifice d'êtres humains jusqu'à ce que la croissance reparte. Oui. Je suis d'accord avec ça. Je n'enlèverai pas un mot à ce qu'il vient de dire. Je le rajouterai même pas. C'est son tweet épinglé et je viens de remarquer qu'à côté de son nom il a le symbole Extinction Rébellion et sa PP c'est Porco Rosso avec marqué la phrase de je préfère être un cochon qu'un fasciste. Camarade Thomas Astruc. Trop bien Porco Rosso. Porco Rosso il est vraiment trop bien. Mais je l'ai vu qu'une fois. Sur le tard, ça fait partie de ceux que j'avais vu quand j'étais petit et je ne l'ai jamais vu en VO. J'ai vu que en VF Porco Rosso, mais la VF est vraiment bien. Avec Jean Reno et avec Jean-Luc Reichmann qui est excellent dans la VF. Il joue l'espèce de rival, le pilote arrogant, le rival de Porco Rosso là. C'est Jean-Luc Reichmann qui le double. Il est vraiment bon, Jean-Luc Reichmann. Voilà. Et puis de toute façon, la VF est vraiment iconique. C'est rare que je regarde des trucs pas en VO. C'est vraiment très rare. Mais celle de Porco Rosso elle est vraiment bien. Celle des Ghibli, des Miyazaki, il y en a pas mal des VF. Parce que typiquement Totoro, je l'ai vu en VF quand j'étais petit. Hein, oui, Jean-Luc Reichmann est sur Porco Rosso. Si, c'est Reichmann. Jean-Luc, il est en doublage sur Porco Rosso, Jean-Luc Reichmann est un très bon doubleur. Voilà. Après, je m'en bats les couilles de Jean-Luc Reichmann, moi, je m'en fous. C'est pas mon pote. Mais sur la VF de Porco Rosso, carré, hein. Franchement, il est très bon. Il est très bon. S'il y en a un à voir en VF, c'est celui-ci, je pense aussi. Après, Totoro, je suis même pas sûr de l'avoir déjà vu aussi en VO, parce que je le regardais vraiment en VHS quand j'étais petit. Et pareil, la quantité de nostalgie à la VF de Totoro, je l'ai regardé 10 000 fois avec mes grandes sœurs et tout, genre. Ça, c'est peut-être un des films d'animation, un des trucs qui me rend le plus nostalgique ever, c'est Mon voisin Totoro. C'est extrêmement classique de dire ça, hein. Franchement, c'est pas révolutionnaire, parce que c'est vraiment ça pour le coup. C'est un film familial, tu peux le regarder en étant adulte et c'est formidable Totoro. Déjà, la qualité de l'animation, c'est trop mignon, c'est trop cool, quoi. Mais pour le coup, c'est un film qui est exceptionnel quand t'es un enfant. T'aimes trop. C'est trop bien quand t'es un enfant, Mon voisin Totoro. Et moi, je l'ai maté plein de fois avec mes sœurs et tout. Et là, si je le rematais en VF, encore mieux, sur la vraie VHS qui doit encore traîner chez ma mère, avec la qualité un peu pourrie de la VHS, juste le générique du début, si je regarde ça, je vais être en mode genre ça va me ramener 20 ans en arrière. Ouais. Voilà. Il a dit la question la question kin, la question coquine. Oui. Mais c'est ça, il y a ça dans Porco Rosso, ouais, tout à fait. La question la question schiste, c'est la question fasciste. Quand même à 417 000 personnes sur Twitter, donc je pense que voilà, il assume plutôt pas mal. Attendez, mais du coup là j'ai parlé de ça, on va refaire des pauses. De toute façon je suis même pas sûr d'uploader ce replay sur YouTube, on s'en fout. Là on est entre nous, un sujet un peu plus léger que d'habitude, même si on parle de politique. Ça fait du bien aussi d'avoir des moments comme ça, on est un peu plus entre nous, c'est moins juste politique. Donc on s'en fout, on va partir dans les tunnels toutes les 2 secondes et écouter de la musique s'il le faut. Parce que pourquoi pas. J'aimerais bien revoir, je vais essayer de le retrouver, si quelqu'un peut l'envoyer sinon. Dans la VHS que j'avais quand j'étais petit en tout cas, t'avais un générique du début, vraiment le générique c'était avant que le film commence, de Totoro. Avec une espèce de petite musique mignonne et un espèce de... Ou alors c'est le générique de fin, je sais plus. Est-ce que je vais le retrouver ? Tu viens de me faire hurler de rire ? Pourquoi j'ai dit quoi ? J'ai dit quoi ? Non, c'est pas celui qui fait Totoro, Totoro, c'est pas ça. Ah oui, c'est ça là ! Mais c'est pas l'original.
Non, j'ai pas vu Cagliostro. Il y en a quelques-uns des Miyazaki que j'ai pas vu. Cagliostro, c'était même avant la création des studios Ghibli. C'est le tout premier qu'il a fait. Je l'ai pas vu celui-là. J'ai pas vu Nausicaa et la vallée du vent non plus. Et un autre truc, je me souviens plus. Et j'ai pas vu Le garçon et le héron. Mais il y en a quelques-uns que j'ai pas vu. Et après des Ghibli non Miyazaki, j'en ai vu quelques-uns quand même. Tu vois là, c'est ça. Waouh, ça fait bizarre d'avoir ça. Je l'ai pas vu depuis que j'étais petit. Waouh, ça fait bizarre d'en voir ça, ça me ramène vraiment dans mon enfance la plus profonde, ça me met la chair de poule. Eh ben. Ah non, j'ai cliqué sur quoi? Evangelion X Tromae? Le cruel papa Stasis? J'ai pas fait exprès de cliquer là-dessus, c'est quoi? Dites-moi d'où il vient. Ah si, je connais. Si, je connais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit. C'est pas toujours ça, par c'est pas ça le trouver. vrai. On l'écoutera après pour le coup. C'est pas ça le vrai mashup qu'il faut écouter avec Evangelion. C'est Evangelion X Caris. Si on a un à écouter, c'est celui-là. Mais on l'écoutera après. On le garde pour plus tard, celui-là. Bouchon Liège, version Evangelion. Allez, on reprend, pardon. Sur Miraculous, Astruc, il est pas sur Twitter et surtout, il est pas seul à la barre. Tenez, il est même pas aux manettes de carrément le long métrage dont s'est chargé Jérémy Zag, le producteur principal de la série, avec sa propre vision à lui, puis j'imagine même pas tous les enjeux autour. On est face à des produits finis qui résultent de travaux collectifs, mais pas tous les enjeux autour. Ah oui, non, c'est juste le storyboard, c'est pas animé ça, on est d'accord. J'étais en mode genre, attends, ils font une espèce d'animation 2D qu'après ils transforment en 3D. Non, c'est le On est storyboard. face à des produits Bah, c'est ouverte cette bouche, il y a de l'animation, c'était pas juste un storyboard. Bon, je sais pas. finis qui résultent Mais de si, travaux. c'est bien ce que je me disais. C'est classique de faire ça ou pas? J'ai besoin d'un. C'est l'animatique, ouais, voilà. J'ai besoin d'un animateur professionnel. Oui, ok, d'accord, c'est un animatique, je connaissais pas. C'est fou ça. C'est comme un storyboard mais animé. Et après, ils le refont. Il y a 3 frames, ouais, mais je savais pas que ça existait. Ok. L'animatique, c'est la version évoluée du storyboard. Bah, je savais pas. Trop bien. Qui résultent de travaux collectifs, mais aussi de toute une chaîne de Et c'est là que tu vois que décisions. le film d'animation, bah, c'est du cinéma, quoi. C'est du cinéma fait différemment, mais c'est les mêmes méthodes que pour faire du cinéma, quoi. T'as un storyboard, tu penses les plans exactement, c'est du cinéma, quoi. De visions qui se confrontent, de rapports de force, d'acteurs avec leurs propres intérêts, etc. Et c'est pour ça qu'on peut pas comprendre ces œuvres en dehors de conditions de production qui ne peuvent être pensées que comme une industrie. Dans ce système de production, et à l'écouter en parler, il en est pleinement conscient, même le créateur, la place à laquelle il a été mise, c'est celle de produire un programme de divertissement qui fasse des audiences et vende des jouets pour plaire aux investisseurs et qui, pour cela, et si possible, car ça reste un travail créatif, soit cool et plaise à ce public si particulier qu'il doit aider à grandir. C'est dans ce cadre que toutes ces équipes doivent réfléchir à comment produire des créations à la fois économiquement rentables et qui donnent des imaginaires positifs aux enfants qui vont les aider dans le monde après. Et ça, même quand c'est des principes assez basiques d'éducation, ça n'est jamais neutre. Par exemple, dans Miraculous, le truc des méchants, c'est qu'ils exploitent des ressentiments, des colères, des peines, des mal-être, et c'est tout con, mais c'est pas un simple dispositif narratif gratos, hein. Ça a vocation à apporter des choses à un public qui découvre tout ça dans sa vie. Et même ça, eh ben, c'est toujours un peu politique. L'idée, c'est de montrer aux enfants qu'il n'y a pas de raison d'être frustré dans la vie. L'idée, c'est en fait de montrer comment des gens mal intentionnés jouent sur nos émotions pour mieux nous manipuler, en fait. Donc je pense que ça résonne beaucoup avec l'actualité en ce moment. Ça permettra aux enfants d'étudier et d'apprendre et de Excusez-moi, vous avez dit étudier? Étudier, oui. En fait, C'est quoi, c'était Small Soldiers? Vous en parlez tout à l'heure. Ça, je l'ai vu quand j'étais petit, il y a archi longtemps, si c'est bien cela que je pense. J'en ai plus aucun souvenir. Limite, je l'ai vu tout petit, vraiment tout petit. Limite, ça me faisait peur parce que j'avais 5 ans, quoi. Parfois, c'est quand t'es tout gamin, t'as peur devant des trucs qui sont même pas faits pour faire peur. Mais je sais pas, tu le vois avec tes yeux de gamin, il y a des trucs qui te font peur, qui t'évoquent un truc bizarre. J'ai un espèce de souvenir un peu effrayant de quand j'ai vu ça, mais que j'étais genre microscopique, quoi. J'étais vraiment tout petit. Et du coup, j'ai aucun autre souvenir de ça, quoi. Voilà. Alors oui, il y avait une question. Mais au fait, t'avais pas prêté ta voix pour une œuvre animée cet été? Si. Alors j'ai chanté, c'était même du chant. Alors on va peut-être pas entendre beaucoup ma voix, on va attendre un peu dans les chœurs, quoi, mais il y aura une des voix dans la chanson. Je double une petite fourmi. Voilà, et donc il y aura un des chanteurs, c'est moi, finalement. Et c'est un projet qui s'appelle Petit Pierre, je peux commencer à vous en parler, hein, cela dit, mais on va en reparler, y compris sur cette chaîne bientôt. Voilà, c'est un truc qui s'appelle Petit Pierre.
C'est un film pour les enfants avec un petit robot. Je sais pas beaucoup de trucs en vérité sur ce projet, mais il y a énormément de doubleurs que vous connaissez qui bossent sur le film. Et donc du coup, il y a un truc aussi, il y a l'idée de lutter contre le remplacement des comédiens de doublage par l'IA. Et c'est un projet qui a été pensé un petit peu comme ça. Attendez, il faut que je retrouve, j'ai eu un SMS. Je vous dis un peu les différents doubleurs qu'il y a dedans, juste pour teaser un peu. Voilà. Et dedans, il y en a beaucoup. Hein. On a François Berland. Ah, c'est écrit en tout petit. Michel Papineschi, Donald Reignoux, Brigitte Lecordier, que vous connaissez évidemment, Mike Dara, Benoît Alman, Debbie Davis, Pierre Tessier. C'est pas Texier, non, c'est Tessier. Pierre Tessier, c'est le mec qui fait Arthas dans Warcraft 3, si j'ai pas de bêtises. C'est celui qui fait Justice sera faite pour mon père, le roi. Ouais, il y a Benoît Alman, ouais. C'est bien ça? Ouais. Le Capucine, Emmanuel Curtil, Elisabeth Wiener, Bernard Allan, Richard Darbois. Il est connu, lui aussi, Richard Darbois? Non? Céline Monsarrat, Emmanuel Garigeau, Léo Vaniro, Féodor Atkin, Claire Guyot et José Germain. Voilà. Donc il y a un peu tout le gratin. Il y a un peu tout le gratin du doublage français qui est venu et qui justement qui a prêté main forte à ce projet-là pour aussi avoir un discours contre l'IA dans le milieu du comédien de doublage. Ouais, c'est le plus connu. Hein. Ah, c'est le génie d'Aladin, c'est ça. Oui, voilà. C'est vraiment, il y a du bon monde. Hein. Et donc il y a moi aussi, qui joue un tout petit truc, mais il y a moi. Je sais pas avec quelle voix, c'est quel acteur de doublage qui va chanter avec moi du coup dans la petite chanson avec des fourmis, mais voilà quoi. Donc ça ressemble à ça s'appelle Petit Pierre. Ça sort le samedi 21 mars au Grand Rex. Donc on va en faire la promo un peu sur cette chaîne. J'étais au téléphone avec le gars qui chapeaute le projet, etc. Voilà. D'ailleurs, il faut que j'en parle un peu avec des gens avant de dire ce qu'on va faire exactement. Mais en tout cas, voilà, moi je serai. Je suis invité le 21 mars au Grand Rex en tant que doubleur. C'est incroyable, genre c'est vraiment trop fou. Et voilà quoi. Du coup, j'essaye de voir un peu avec Benjamin si je peux participer à la promo du truc. Parce que j'ai quand même un peu de clout maintenant. Voilà. T'as fait un Star Talent? Non, j'ai dit, moi j'aimerais trop doubler dans un truc. C'est un peu un rêve d'enfant. Et il y a quelqu'un sur le chat de Valonia qui bosse sur ce projet, qui est dessinatrice, illustratrice sur ce projet, qui m'a dit Ah ouais, tu veux? Attends, vas-y, je passe un coup de fil. Je te redis ça. Elle m'a envoyé un MP en mode vas-y, j'ai proposé ton nom pour aller faire une voix supplémentaire et ils ont accepté. Et donc voilà, ça s'est fait via le chat. Incroyable, non? C'est trop bien. Je vous en reparlerai, vous inquiétez pas. Je vous en reparlerai. Allez, let's go. On continue. Une anecdote qui illustre parfaitement comment toutes ces œuvres, en fait, elles sont influencées. Il est mort, Benoît Alman. Ah oui, c'est ça. Il m'a dit au téléphone, je me souviens plus qui c'était. Je connais assez mal le milieu des comédiens de doublage. Mais oui, il m'a dit qu'en plus, il y avait une des personnes qui avait doublé sur le projet qui est morte entre-temps, quoi, qui est décédée. Donc ça va être Benoît Alman, c'est bien ça. Benoît? Ouais. Paix à son âme. Toute la chaîne de production industrielle dans leur contenu et jusque dans c'est la voix de Vegeta C'est la voix de Vegeta? Ah ouais. Tu as osé toucher à ma Bulma! Tu vas payer! Tu as donc pris le travail d'un comédien pro, bravo. Non, c'est pas vrai. Une voix additionnelle. Non. C'est dur à faire, c'est dur. Vous savez qui est fort en doublage? Inoxtag. Inoxtag, il est fort de fou. Hein. Il le fait mieux que moi là, ce que je viens de faire. Il le fait bien mieux. Il avait fait un truc de doublage. Non, c'est pas Alman? Bon, tant pis, j'ai quand même fait mon Vegeta. Inoxtag, il avait fait un truc où il doublait avec Amine. Il avait fait ça, où il avait dit cette réplique-là, et c'était en mode genre, ouais, il est fort. Et Inoxtag est fort en doublage. Vraiment, il a un truc. Voilà. Elles sont influencées par toute la chaîne de production industrielle dans leur contenu et jusque dans les questions, on va dire, de société. Je peux pas affirmer que c'est quelque chose qui s'est passé sur Miraculous. Je ne peux pas le... Du coup, j'ai pas suivi, et puis j'ai la tête qui tourne parce que j'ai trop utilisé d'air dans mes poumons en imitant Vegeta. C'est dur à faire, hein. Pardon. Comment toutes ces œuvres, en fait, elles sont influencées par toute la chaîne de production industrielle dans leur contenu et jusque dans les questions, on va dire, de société. Je peux pas affirmer que c'est quelque chose qui s'est passé sur Miraculous. Je ne peux pas le prouver, mais disons, comme expérience de pensée, que l'exemple ce soit Miraculous Ladybug. Toutes ces productions-là, elles doivent être justifiées par le fait qu'ensuite ils vont vendre des trucs et notamment des jouets. C'est ce qui justifie un petit peu qu'on valide les projets. Ça, c'est pas un scoop, ça fait longtemps en fait que ça marche comme ça, surtout des productions de ce niveau. Donc en fait, toute la chaîne, y compris du jouet, c'est pareil, c'est pour ça que là je dis franchement, ils auraient presque pu faire un feat avec JDG sur cette vidéo, parce qu'il y a plein de trucs qui rejoignent les thèmes de JDG, quoi. Chaque fois qu'ils parlent des vieux dessins animés des années 80 et tout, ils le rappellent tout le temps, il est en mode genre, oui, le but à la base c'est de vendre des jouets. C'est pour ça qu'ils ont fait cette série de merde. C'était juste pour vendre des jouets, c'est pour ça que la série est plus la merde. Donc maintenant on va regarder les 120 épisodes en souffrant. C'est très très JDG tout ça.
magasins, les productions, etc., influent sur le contenu qu'il y a dedans. Miraculous, c'est une fille, donc c'est pour l'industrie du jouet, c'est un truc de fille. Donc, ce qu'ils vont dire, c'est Archeo Toys nous, aussi, on va le faire fou, des ouais. poupées. Pourquoi ils vont dire ça ? Parce qu'en fait, dans les magasins, alors ça D'ailleurs, évoque- à un moment, on doit se faire un react à la vidéo d'Archeo Toys. Il a fait une grosse vidéo sur South Park et il faut qu'on le fasse en react. Je pense qu'on le fera vendredi pour clôturer l'année 2025. Voilà. Comme ça, je vous parlerai de mon rapport à South Park et tout ça. Ça risque d'être passionnant. justement, c'est très genré en fait, les rayonnages. Donc on leur dit, non, mais nous on fait des poupées. Et sauf que il faut qu'ils se battent en interne pour dire, attendez, mais non, parce que c'est un truc d'action. Les gens, et y compris les filles qui aiment Ladybug, est-ce qu'elles veulent vraiment des poupées ? Non, elles veulent des action figures pour faire la bagarre et faire des aventures et sauter de toit en toit et tout. Mais ça marche pas parce que les action figures, c'est pour les garçons. Donc le jouet, il est dans l'industrie du jouet, ils veulent pas. Donc il y a un rapport de force qui se met en place. Et je ne dis pas qu'il s'est passé ça sur Ladybug, mais ils arrivent à obtenir, d'accord, faites des poupées, mais s'il vous plaît, est-ce qu'on peut aussi tester les action figures ? Donc ils arrivent à négocier ça. Et qu'est-ce qui se vend ? Bah les action figures. Bah ouais, logique. On avance quoi, un peu, mais c'est lent et c'est pas juste des gens qui disent non, je vais faire un dessin animé féministe ou je sais pas quoi pour chambouler. Tu peux pas, parce qu'en fait t'as une industrie derrière. C'est illustration 101 de infrastructure industrielle, superstructure qui produit la superstructure du monde des idées chez Marx. C'est vraiment là t'as un cas, c'est des cas vraiment, on va dire exemple parfait chimiquement pur de ça. Voilà, je vais juste raconter ça. Là, on tient un nœud du problème. Quand est-ce que certains voient ça comme de l'endoctrinement et quand est-ce qu'ils voient ça juste comme de l'éducation ? Eh ben, on a un peu l'impression quand même que c'est de l'endoctrinement quand c'est des valeurs qui leur plaisent pas. Alors que le reste du temps, pour les mêmes personnes, que ce soit des valeurs dites traditionnelles ou je sais pas, républicaines ou encore même religieuses, eh ben là, ça les gêne pas. Et au contraire... Surtout quand c'est l'industrie du jouet pour les garçons aux États-Unis pendant des décennies, c'était la guerre. On va faire la guerre. Vous voulez jouer à la guerre ? Allez, on vous vend des armes, on vous vend des figurines de GI pour aller faire la guerre et se buter entre nous. Et ça c'est pas l'endoctrinement. Ça, c'est cool, quoi. Non, mais voilà. Donc, c'est pas une histoire de est-ce que c'est endoctriné ou pas. C'est une histoire de qu'est-ce que tu montres, quel modèle de société tu présentes, quoi. Évidemment. Putain, j'ai vu ce film sur Jésus la semaine dernière, tellement chiant. J'en ai absolument jamais entendu parler. J'aime pas trop la gueule qu'ils ont. Je sais pas. C'est un peu blend en termes de chara-design. Encore même... Ah non, quoique non, ça va, je suis peut-être un peu de mauvaise foi. Religieuse, et ben là, ça les gêne pas. Et au contraire, ça serait même hyper important de les transmettre. En effet, n'appelez pas ça violence, appelez ça action. Les gosses aiment l'action. C'est commercial. D'ailleurs, y a pas de quoi s'en faire. Ce ne sont que des jouets. Je vais prendre un cas assez peu connu en France, mais qui est souvent lui aussi la cible d'attaques de ce type. Sesame Street, vous savez le truc où il y a Elmo. Elmo, you need to calm down and take a deep breath. No! Eh ben, figurez-vous que... Je pense que je suis trop jeune, mais je n'ai jamais regardé Sesame Street de ma vie, quoi. Après, les trucs dans Sesame Street que tout le monde connaît, c'est là-dedans qu'il y a le Cookie Monster. On est d'accord ? Le Cookie Monster, c'est bien de Sesame Street. Et les trucs où ça fait plein de mèmes, ça fait partie... Ouais, voilà, c'est ça. Maintenant, ça fait partie vraiment du patrimoine culturel commun, occidental, de je sais pas quoi, mais sinon, moi, je connais pas. 1969, c'est un programme de la télé publique états-unienne. Non, pas UK, US, pardon. Mais après, cela dit, là, un peu culturellement et en termes de films, d'animation, de séries et tout, bon, on bouffe américain à tous les repas, quoi. Donc en vrai, on aurait très bien pu regarder plus Sesame Street, nous autres Français. Mais je sais pas. Peut-être plus vraiment aussi un truc générationnel. Ça a passé en France, Sesame Street, il y a longtemps ou pas ? Il y a des vieux du chat là qui se souviennent avoir regardé ça quand ils étaient gamins, il y a genre très longtemps ou pas ? Nope. Ouais, non, ça n'a jamais été diffusé en France, on est d'accord. C'est vraiment un truc qui est typiquement anglophone. Oui, bah mettez-vous d'accord. Oui, moi ? Non ? Ok, ça passait en France, 1 rue Sésame. Si, ça passait un peu apparemment. Ok. Bon. C'est purement ricain. Bon, c'est passé en France, mais voilà, c'était pas non plus... ça n'a pas été très, très, très exporté. Nous, on avait les Contes de la Crypte. C'était trop bien, les Contes de la Crypte, pour le coup. Ils en ont une à destination des enfants. Régulièrement, ils se tapent des polémiques parce qu'ils ont la réputation de montrer de la diversité, de l'inclusivité, des sujets de société et tout. Bref, c'est le wokisme. Mais pourquoi ils ont cette réputation ? Eh ben parce que justement, c'est un programme éducatif avec une mission de service public, conçu avec des experts en sciences de l'éducation. Et
Évidemment que ces gens-là, ils savent que c'est mieux pour les gosses de leur donner des clés sur tous ces sujets, pour qu'ils soient représentés et pour qu'ils puissent se confronter au monde et aux autres avec quelques billes. C'est autant valable pour quand ils montrent, des personnages issus de familles immigrées, que quand ils montrent un autre personnage qui les aide à comprendre l'autisme. Julia? L'autisme, c'est un truc de woke déjà, non? À mon époque, il n'y avait pas d'autistes et on se portait très bien. Qu'est-ce que c'est que ces maladies imaginaires qu'ils ont inventé les woke encore là? TDAH, autisme, ça va. On soignait pas tout ça à mon époque et on se portait très bien. Par quelqu'un qui n'a jamais été atteint ni d'autisme ni de TDAH et qu'on a personne autour de lui, ou alors des gens qui l'ignorent et qui prenaient pour le fou du village. Voilà, un discours assez classique parfois, mais il y a certaines personnes qui considèrent que les trucs d'autisme et diagnostiquer des TDAH et des maladies à des gamins de je sais pas quoi, tout ça c'est déjà de la faiblesse quoi. Ouais. Sometimes it takes Julia a while to answer. I don't think Julia likes me very much. Oh, well, you two are just meeting for the first time. So she's shy. Oh, I get that. I can feel shy sometimes too. Well, with Julia, it's not just that. You see, she has autism. She likes it when people know that. Mais c'est pensé de la même façon que quand, et je déconne pas, ils ont conçu tout un épisode pour aborder le sujet de la mort et du deuil, lorsqu'il a fallu expliquer au public pourquoi un vieil animateur de l'émission, Moi je pense vraiment pas être sur le spectre autistique, ceux qui disent ça. Je pense pas être un aigle non plus d'ailleurs, par ailleurs. Moi à la limite, si j'ai un truc pas diagnostiqué, que je peux me permettre de commencer à autodiagnostiquer un petit peu, ça serait plus un TDAH à la limite. Mais autistique, non. En fait, je comprends assez facilement les codes. C'est même, je dirais, une de mes qualités. J'arrive facilement à capter les codes d'un truc, voire même parfois les réappliquer. Et donc c'est le truc le moins autiste de la Terre que de capter les codes de quelque chose et réussir à les réappliquer. En vrai. Le TDAH est un spectre aussi, mais je pense que je suis sur le spectre du TDAH. Mais de l'autisme, du coup, je pense pas. Voilà. Et les trucs en mode d'hyperfocalisation, d'intérêt, machin, etc., que je pourrais éventuellement avoir, ça serait plus lié à un TDAH qu'à de l'autisme qu'à de l'autisme. Voilà. C'est mon avis sur moi-même. Alors, c'est peut-être plus compliqué que ça. TDAH, c'est trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Voilà. Big Bird, Mr. Hooper's not coming back. Why not? Et oui, on endoctrine les enfants à vivre ensemble et à appréhender le monde. Je sais, c'est terrifiant. En tout cas, ça a l'air de faire très peur à certains, et ça serait peut-être bien qu'on s'interroge collectivement sur le pourquoi. Mais en plus, je pense que ça, c'est des problèmes, paradoxalement, qui sont plus des problématiques pour les adultes que pour les enfants. Les mômes, ils s'en foutent, en fait. Oui, mais c'est mettez naturel d'être qu'il y ait une égalité entre les hommes et les femmes. Oui, mais vous, il y a une volonté de souligner ça. Ouais, mais enfin, nous, ce qu'on fait, c'est juste normal. On vit dans un pays qui s'appelle la France. La devise, c'est liberté, égalité, fraternité. On est le pays des lumières et des droits de l'homme. Donc, ce qu'on fait, nous, dans Miraculous, c'est juste ce qu'on devrait tous faire, en fait. Le truc qui est militant, je trouve, c'est plutôt de filer la parole à, par exemple, des gens dont le projet est d'exclure de la société des catégories de population entières en fonction de ce qu'ils bouffent, de ce qu'ils portent. On parle des fachos, évidemment. Qu'ils ont dans le cœur. Les enfants Dis bien, exactement. sont notre avenir. Si nous le voulons radieux, nous devons aider chaque enfant à briller. C'est le moment de vous abonner au journal L'Humanité. Ouais, abonnez-vous, parce que s'ils mettent la clé sous la porte, l'humain, moi je perds aussi une de mes sources de revenus. Non, pardon, je vais parler clairement. Je vais parler très clairement. Moi je bosse avec eux, c'est ma team. Je suis obligé contractuellement de vous demander de vous abonner à L'Humanité. Donc allez-y, s'il vous plaît. Bien en déjà abonné. Ça peut faire un cadeau original pour Noël ou une bonne résolution de nouvelle année, tout en Lisez, soutenant Luma, un média lisez. indépendant des Lisez, milliardaires Luma. et permettant à cette émission d'exister. Cet épisode a d'ailleurs été coécrit par Odyssée de la chaîne Pause Toujours. Et Ok. d'ailleurs, vous vous souvenez celui sur le Solarpunk? Eh bien, si vous cherchez quelque chose de plus matériel à mettre sous le sapin, le magazine sortira le 24 décembre tout pile un numéro spécial Utopie et Avenir désirable où vous retrouverez ma contribution aux côtés de textes entièrement originaux d'auteurs et d'autrices de fantasy et de SF. Bonne fête tout le monde. C'est quoi? Attends, ça c'est encore du wokisme. Bonne fête tout le monde, il peut pas dire joyeux Noël, on est en France ici. Non, je plaisante. Évidemment. Il était bien cet épisode, il était vraiment cool, Il était vraiment chouette. Et c'était un très très bon support de réact parce qu'on a pu parler d'animation, de tout un tas de trucs. Et de trucs un peu aussi, soit pour les enfants qui sont aussi consommés par les adultes. Mais non, c'est surtout ça. Et puis on a pu parler un peu de Magical Girl aussi. C'est cool. Trop bien. Trop bien.